Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau stream, le dernier de cette saison en cette Ligue 1 qui s'achève bientôt, le dernier sur la chaîne Twitch de la Ligue 1 Uber Eats. Ravi de vous retrouver avec toute l'équipe au complet pour cette dernière. Max, Samy, Adri sont avec moi pour vous proposer 1 heure et demie de stream, 1 heure et demie de culture Ligue 1, 1 heure et demie de gaudriole, surtout avec Samy. Salut les gars. Salut à tous. Salut Alex. Salut tout le monde. Ça va, Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? On va terminer en beauté cette saison, hein. Bon, écoute, on est là pour ça. Et puis, bah, comme tu as dit, Samy, notre bout en train qui s'est rajouté au dernier moment à la line-up. Avec grand plaisir. En plus, on a un sujet PSG taillé pour lui. En plus, ça concerne une saison, je suis sûr qu'il a adoré. Donc, franchement, on va se régaler. Ouais, Franchement, c'est les vrai qu'il sujets, il tombe bien pour toi celui-là de sujet. les sujets sont top. Franchement, là, c'est du caviar, hein, entre Thierry Henry, entre le PSG, entre Dembouz. Franchement, là, on va se régaler. Là, franchement, ouais, là, c'est la fine fleur, là. Ouais. Max, on te sent moyennement emballé. Il y a peut-être pas assez de sujets OM. Alors, non, je suis surtout un peu triste. C'est la dernière quand même, donc forcément il y a un petit pincement au Ah, cœur. Et surtout, moi, il me manque un petit sujet d'Aisuke Matsui quand même qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et celui-là, je l'ai un on peu, donc l'embrasse, il on faudra l'embrasse. refaire une émission l'an prochain. Bah, J'en bien appelle sûr, aux grands on se le garde. décideurs pour parler de Daisuke Matsui. Bien Mais tu sais que sûr, c'est le bien principe, hein, sûr. son anniversaire reviendra, hein. Exactement. Logiquement, l'année prochaine, aux alentours du 11 mai, on pourrait refaire un sujet sur Daisuke Matsui et son anniversaire, normalement. Mais bizarrement, tu réclames pas un sujet sur Jean-Michel Aulas. On Faudrait quand aurait même le pu. saluer, Jean-Michel Aulas, qui tire sa Ah ouais, révérence avec un petit l'Olympique Lyonnais hommage, après toutes un ces petit années. hommage avec ta Mais belle oui, plume, quand même. Maxime. Non, Mais mais oui, en tant carrément, que carrément. Marseillais. Mais alors, effectivement, et ça fait ça aussi un petit pincement au cœur parce que bah, c'est quand même entre guillemets le président ennemi, même si j'aime pas le terme ennemi, mais c'est le président concurrent, c'est celui qu'on a tous un peu aimé détester parce qu'on personne n'est pour l'OL dans l'équipe. Mais quand tu es lyonnais, tu en es très fier, même si sur les dernières années il y a eu une petite descente au niveau des résultats. Mais la construction globale, tout ce qui a été fait autour de l'OL, doit être une fierté immense pour tous les supporters, pour toute la ville, parce que ça va au-delà du foot, au-delà du sport. Et puis surtout pour les adversaires, moi j'ai en tête forcément des interviews d'après-match, des passages avec Bernard Tapie, des passages avec Pape Diouf, des passages avec Vincent Labrune, des passes d'armes sur Ribéry, sur Ben Arfa, il y a, on devrait presque faire une émission spéciale, et c'est pas forcément parce que c'est dans l'air du temps de lui rendre hommage, mais il y a tellement de moments, il y a tellement de choses, il y a tellement de titres, c'est Bah, en vrai, il légendaire. aurait totalement mérité une chronique aujourd'hui. Il aurait totalement mérité une chronique aujourd'hui. C'est juste que nous, l'émission était déjà préparée avant que la news ne tombe. Mais évidemment que si on avait pu, on aurait consacré tout un sujet sur Jean-Michel Aulas, sur le travail qu'il a pu faire. Le travail, c'est exceptionnel qu'il a pu faire pour mener l'Olympique Lyonnais au sommet. La construction de ce club, comme tu viens de le dire, est quand même assez exceptionnelle. Évidemment, sur les dernières années. Pour les plus jeunes d'entre vous qui suivaient cette émission, peut-être que vous n'en avez pas une aussi grande image que nous, mais nous, en ayant vécu cette époque de l'Olympique Lyonnais, on ne peut être qu'admiratif et on est obligé de d'abord se souvenir du positif parce que la manière dont il a fait progresser ce club, c'est absolument phénoménal. C'était du jamais vu en Ligue 1, je pense. On est obligé de le saluer et de d'abord saluer le grand travail qu'il a pu réaliser. Ouais, ouais, mais moi, enfin, personnellement, j'ai aucune inimitié. Au contraire, moi, j'ai de l'affection pour Jean-Michel Aulas, alors que ça n'a jamais été mon président et que Lyon était un club, enfin, est un club adversaire du Paris Saint-Germain. Mais c'était le président moderne, c'est le président qui a amené toutes ces choses qu'on peut voir aujourd'hui. Il avait des punchlines de fou, tout le temps il avait quelque chose. Il se battait aussi pour le football français. Moi, personnellement, j'étais derrière lui. C'est un personnage qui m'a marqué. Et ouais, franchement, j'ai de l'affection pour Jean-Michel Aulas, globalement, sur l'entièreté de ce
qu'il a fait, le fait aussi d'avoir amené un grand Lyon, parce qu'à un moment donné, en Ligue 1, on n'avait pas grand-chose et il y avait que Lyon qui tenait la barre haute. Donc ouais, moi j'ai envie de lui dire merci et c'est un personnage, je trouve, qui a grandement apporté au football français et ouais, j'aime beaucoup Jean-Michel Aulas pour le coup. C'est clairement ça, et c'est l'un des derniers géants des présidents français après Molinari, Rousselot, Nicolin, Trio, Sédou, Martel. Ça fait quelque chose de le voir s'en aller et tout. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que peut-être les plus jeunes ont une petite image sur cette dernière décennie, quelqu'un qui a peut-être eu moins ce côté visionnaire. Mais franchement, tu l'as dit Alex, quoi, il a pris ça en Ligue 2, il en a fait un top club européen avec toujours un coup d'avance. Il a énormément contribué aussi au développement du football féminin. Il a fait du centre de formation de l'OL une référence. Et il y avait surtout ces années 2000 où vraiment, tous chacun, quand on affrontait l'OL, on savait que 2 fois par saison, on avait passé une mauvaise soirée, on allait prendre tarif. Enfin, moi, je détestais les Gerland, quoi. À chaque fois que le calendrier tombait, je savais, 13 octobre, je savais que j'allais être dégoûté le lendemain, quoi. Parce que, franchement, Ouais. t'arrivais, Mamadou Diarra, Essien, Juninho, Thiago, la machine à laver, mais tu pouvais pas t'en sortir, quoi. Donc franchement, c'était un truc de ouf. C'est trop Mais bien. bon, on terminera quand même ce petit mot d'hommage en disant qu'évidemment, il n'y avait pas penalty pour Nilmar, hein. Sinon, voilà, on va pas leur laisser Et ça quand même, hein. Ouh, toi, tu cherches les problèmes, toi. il- c'est ça. Il faisait du trash talk. Moi, sa punchline sur Saint-Etienne, ils pourront jouer la Ligue des Champions sur PlayStation, mais c'était totalement, c'était improbable. À cette époque, personne faisait ça. Aucun président Ouais, mais allait c'était aussi cool, loin. c'était du Voilà, divertissement en vrai, fallait pas prendre c'est tout au premier exactement, degré. exactement, exactement. Moi, pour moi, ça faisait totalement partie du divertissement et je suis sûr que lui-même pensait pas forcément à chaque fois ce qu'il pouvait dire et que ça faisait totalement partie du jeu et que ça rajoutait, je trouve, un certain piment. Moi, j'ai toujours été très très fan du personnage. Je dis pas ça après coup parce que maintenant ça y est, il est parti. Je veux dire, il est pas non plus, il a pas non plus disparu. Donc voilà, c'est pas un hommage, voilà, larmoyant. Vraiment, c'est assez sincère. Moi, c'est quelqu'un qui m'a soit impressionné par son travail, soit qui m'a fait rire parce que par rapport au punchline qu'il pouvait sortir, à certaines petites passes d'armes, voilà, c'était un vrai personnage de ce foot français. Donc, je suis content qu'on lui rende ce modeste petit hommage dans cette émission. N'hésitez pas, vous aussi, dans le chat, Kakawena qui vous dit c'est tonton, un tonton du foot français, effectivement, effectivement. Salut à toi aussi, Batijar. N'hésitez pas, si tout au long de cette émission vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on a les yeux rivés dessus, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à follow la chaîne pour ne pas manquer les prochaines émissions. Il n'y a pas que la nôtre. Max, tu as la tienne désormais aussi, si tu veux en parler. Ouais. Prochaine émission du débrief dans un mois. On va attendre la fin des dernières journées et on fera une grosse émission sur l'ensemble de la saison. Et puis forcément, on reviendra sur le sprint final qui est lancé depuis quelques semaines. Donc vous pouvez noter, c'est le jeudi 9, sauf changement. Et s'il y a changement, je l'annoncerai. Et d'ailleurs, le jeudi 9 n'existe pas. Donc ce sera le jeudi 8. Ce sera le jeu. Voilà. Ne venez pas le jeudi 9, il y aura personne, mais le jeudi 8 juin. C'est le jeudi suivant la dernière journée de Ligue 1. Allez, c'est noté. Bon, Samy nous l'a déjà spoilé un petit peu, mais je vous le rappelle quand même, les sujets du jour, le programme du jour. On commence avec un gros sujet PSG, avec cette saison devenue mythique, qui est pourtant pas forcément l'une des plus belles de l'histoire, mais qui est devenue une certaine valeur de référence pour savoir si on est un vrai supporter du PSG ou pas. Juste après, on parlera des débuts de Thierry Henry à Monaco. Ça commence à dater, mais ça fait toujours plaisir. On se refera également les meilleurs moments de la saison rennaise, la seule saison rennaise de Dembouz, Ousmane Dembélé. Autant dire que ça va y avoir du crochet. Ça va partir un petit peu dans tous les sens. Et un petit, je pense, à Brandao de la part de Max. Il fallait bien qu'on parle un petit peu de l'OM, évidemment. Et on terminera évidemment par notre traditionnel petit quiz concocté par Amaury à la régie, qu'on salue bien évidemment. Bah, on commence tranquillement, Adrien, avec ce sujet PSG, avec cette saison si particulière pour le PSG, une des pires de ce club techniquement, et pourtant devenue mythique, et notamment grâce à un homme en particulier. Et oui, tu l'as bien dit, Alex, c'est une époque où Samy maintenant se plaint de gagner des matchs avec Carlos Soler et Fabien Ruiz. Et bien il y a 15 ans, il avait Grégory Bourillon sous Everton. En plus, il gagnait pas de match. Donc le pauvre, il a dû vraiment en passer par des moments difficiles. On le dit, je pense que c'est une saison qui est un peu rentrée dans l'histoire parce que c'est ce qui détermine un peu la frontière entre qui
ou n'est pas un vrai supporter du PSG. Moi, j'ai connu vraiment cette époque, c'était mieux avant. Voilà, on souffrait pour rester en Ligue 1. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments très difficiles, une saison un petit peu de tous les dangers, et surtout, tu l'as dit, un héros improbable, à savoir Amara Diané, cet attaquant ivoirien. Et c'est intéressant parce que ça va faire deux sujets en un, parce que finalement, Amara Diané, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu son apogée, ce moment où il a sauvé le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1 du côté de Sochaux. Qui est Amara Diané? C'est un attaquant ivoirien qui a été repéré du côté de l'ASEC Abidjan. Voilà, Jean-Marc Guillou, le savoir-faire, qui n'est pas passé directement par le monde professionnel. Il a d'abord été en Ile-de-France à Mantes-la-Jolie. Il a fait quelques années là-bas, et puis c'est Reims en Ligue 2 qui va le choper. Voilà, de fil en aiguille, on va se rendre compte de ses qualités d'attaquant qu'on reverra par la suite, notamment sur, on va dire, sa manière de prendre la profondeur, sa manière de pouvoir aussi créer des buts bien sympathiques. Mais voilà, on n'est pas sur l'attaquant du siècle non plus. C'est une bonne pioche. Voilà, Strasbourg le fait venir en Ligue 1, et c'est vrai que durant 2 saisons à la Méno, ça va être plutôt pas mal. Il va s'éclater dans cette équipe du Racing. On retrouve notamment à l'époque un joueur comme Kevin Gamero. Hop, le petit piqué, superbe face aux amis nancéens. Et finalement, le PSG va mettre le radar sur lui. Et je voulais directement me tourner vers Samy. À l'époque, quand on t'annonce qu'Amara Diané signe à Paris pour 3,5 millions d'euros, est-ce que tu te souviens, t'es là, genre, bonne pioche, ou alors joueur lambda, je m'en moque un petit peu? Non, moi, personnellement, je suis très content quand Diané signe. Il faut savoir que Strasbourg, à cette époque-là, est une équipe de Ligue 1 qui fournit pas mal d'attaquants aux autres clubs, c'est-à-dire entre Gamero, Luyindula, Mamadou Niang. Il y a beaucoup de joueurs qui passaient par Strasbourg et qui Pagis et performaient et qui Luboya, ouais, bien ensuite, vu. Pagis exactement, Luboya, qui est aussi venu au PSG. Donc oui, bien sûr que oui, c'était, Bizarre, moi personne pour personnellement, citer le grand j'étais, Eric Moulungi. oui, c'est vrai. C'est Je vrai, comprends c'est pas. vrai. Si pour sa coupe de cheveux, on peut. Mais sinon, ou Ouais, ça alors pour s'arrêtera là. le fait le fait que son nom permet de gagner beaucoup de points au Scrabble, c'est aussi important, mais le fait que Strasbourg, voilà, fournissait des attaquants intéressants, des attaquants qui nous permettaient de, bah voilà, un peu de s'enflammer, parce que je te trouve un peu dur. Certes, c'était pas l'attaquant du siècle, mais il y avait quelque chose sur Amara Diané, tu sais, le fait que, voilà, football un peu africain, de la vista, il y avait du dribble, il y avait cette nonchalance dans le geste, dans la finition, que moi, personnellement, j'appréciais beaucoup, surtout après avoir vécu les années au Cocha. Voilà, il y avait quelque chose. Attention, il n'était pas aussi technique que JJ, mais voilà, il y avait quelque chose, une facilité parfois assez déconcertante. Et c'est vrai que de toute façon, globalement, je pense qu'on reviendra dessus, mais ce joueur reste une énigme parce que je pense qu'il aurait pu aller plus haut, pardon. Et c'est vrai qu'à part son passage au Paris Saint-Germain et ses débuts à Strasbourg, bah, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'autres images en tête de lui. Il a un petit peu disparu de la circulation après coup. Ouais, tu l'as bien dit, c'est vrai que c'est un peu une énigme parce qu'il a passé 2 saisons à Paris. Une première où il se met en jambe. Voilà, c'est vrai qu'il y avait une certaine concurrence à l'époque. Hop, le petit pont sympathique au passage, avec notamment, bah voilà, Pedro Miguel Pauleta qui était un petit peu intouchable, et même autour des autres joueurs finalement, parce que Diané a occupé à la fois le rôle de numéro 9, il a été associé à notre attaquant, il était sur un côté, et en même temps, tu avais aussi Luindula, Fro, ou même Souza que j'ai évoqué dans l'intro qui était là aussi. Donc un joueur un petit peu mouvant. Voilà, première saison à 5 buts, mais c'est sûr que c'est finalement dans la saison de tous les dangers, la 2007-2008, où Amara Diané va se révéler, parce que il va marquer 11 buts, et dans une saison où on va y revenir là-dessus un peu plus, mes amis, et notamment Samy, celle de tous les dangers, et un PSG qui a vécu tellement d'émotions. Voilà, victoire en Coupe de la Ligue contre Lens, finale de Coupe de France perdue face au Grand Lyon, et finalement se maintient arraché à la dernière minute en ayant un scénario assez tendu jusqu'au bout. Voilà, je rappelle, de la 33e à la 37e journée, le PSG est 18e. Donc vraiment, c'est une équipe qui galère énormément, qui a beaucoup de mal tout au long de la saison. Et pourtant, bah voilà, je vais te laisser la parole, Samy, dans quelques instants, mais je rappelle quelques noms qui composent ce collectif, parce que franchement, normalement, tu dois pas être à cette place-là. Voilà, il y avait Roten, il y avait Paoletta, il y avait Yuindula, il y avait Jérémy Clément, il y avait Silma Armand, il y avait Yepes, il y avait Camara, il y avait Landreau. Et voilà, la sauce avec Paul Le Guen en 2007-2008 n'a jamais pris. Pourtant, on parle d'un entraîneur champion de France avec l'OL et ancien grand joueur du PSG. Et voilà, on n'a jamais senti vraiment un PSG serein en championnat. Et pourtant, il y avait ces beaux parcours en coupe, quoi.
Non, c'est vrai que c'était incompréhensible. Honnêtement, avant le début de saison, les ambitions, elles sont là. Bon, après, un peu comme tout le temps à cette époque, Paris se devait, en fait, même si c'était pas forcément le plus grand club du championnat de France, se devait d'être performant et devait viser haut, hein. C'est vrai que on commençait pas une saison en disant que le Paris Saint-Germain allait jouer en dessous de la cinquième place. Donc oui, on était ambitieux. Honnêtement, tu l'as dit, regarde les joueurs. Même là, enfin, il y avait tout. Il y avait le maillot aussi qui va avec. C'est un maillot aussi que j'apprécie Il est beaucoup, que sympa, j'ai hein, d'ailleurs c'est dans vrai. ma collection. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient réunies. On avait le Roten Chevelon qui était de retour aussi. Tu l'as dit, Landreau dans les buts. Mhm. Sincèrement, c'est Le crack incompréhensible. Younous Le Gwen Sankharé. qui avait. Ouais, mais sans carré. Est-ce que vous Mais vous en plus, souvenez les débuts de de la Sankaré, hype Younous attention, hein. Sankharé après son énorme match Bien contre sûr que oui. Valence en amical? Exactement, exactement. Où il dribble 5 ou 6 joueurs et il marque un but de fou. Mais franchement, on était hypé, on était hypé. Après, je dis on n'était pas beaucoup à cette époque. Moi, je me rappelle, c'est ma dernière année à Subdeco. Je me faisais beaucoup chambrer. Je vous dis la vérité, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, c'était pas, en gros, c'était pas le truc qu'on affichait. Sincèrement, c'était pas l'époque où on devait être. Enfin, moi, j'étais fier, mais c'était pas l'époque où on devait vraiment montrer qu'on était fan du Paris Saint-Germain parce que Paris ne rimait pas avec résultat. On gagnait quelques coupes nationale de temps en temps, mais c'est vrai qu'en championnat, c'était assez risible. En Coupe d'Europe, on n'existait pas vraiment énormément non plus. Donc, c'est vrai que ça a été une saison assez étrange de bout en bout, car si tu regardes vraiment la qualité de l'effectif et que tu compares, voilà, on n'était pas au niveau de Lyon, bien entendu, mais si tu compares à la concurrence, bah, Paris, en fait, n'avait pas à rougir, loin de là, hein. Sur le 11 type, Paris, normalement, aurait dû prétendre aux 5 premières places. Alors, là où, ça n'a pas marché où? Sincèrement, j'étais pas dans l'intimité de. On sait qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent arriver et peuvent faire pencher la balance, mais c'est vrai qu'en en tout cas, au niveau de la qualité de l'effectif, des joueurs intrinsèquement, c'était quand même assez aberrant de voir Paris à cette position toute la saison. Ah, mais c'est vrai que c'est bien résumé. Et en plus, on en discutait avec Amaury en préparant l'émission. Quand on voit ces buts et surtout les célébrations, on se rend compte à quel point les joueurs ont vécu de manière très intense ce maintien. Et on sait que voilà, il y a eu pas mal de choses autour, les fameuses primes de maintien, tout ça. Et du coup, vraiment, le PSG n'a jamais fait mieux qu'une 12e place en championnat cette saison. Son meilleur classement, c'était 12e. Donc vraiment, pour te dire que même le début de saison, je sais pas si t'en souviens, mais par exemple, les 5 premières journées, vous gagnez pas. La première victoire, je crois que c'est Le Mans 2-0, quoi. Donc c'est dire à quel point ça a été dur jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'était très compliqué. Déjà, là, on voit Souza. Par contre, Souza, c'est pas forcément un très bon souvenir. Pour le coup, il a juste le côté brésilien qui reste un petit peu. Mais oui, oui, non, non, franchement, non, ça a été ça a été une saison de douleur, une saison de peine. Sincèrement, je pense que c'est la pire que j'ai pu vivre en tant que supporter du Paris Saint-Germain parce qu'on avait quand même eu, voilà, la haute gastronomie dans les années 90, de 95, 96. Ouais, c'était quand même assez sympathique. Après, il y a eu, même s'il n'y avait pas les résultats, on a eu quand même du flashy avec des beaux joueurs comme Anelka. Enfin, on rêvait toujours en fait, même si les résultats n'étaient pas forcément là sur le plan local, on rêvait toujours. Et c'est vrai que là, bah, je pense que c'est la pire en termes vraiment en termes de sensation. Et je pense que quand tu reviendras sur le dernier match face à Sochaux, je te sortirai quelques anecdotes, mais oui, globalement, bah, on n'a plus jamais revécu ça à ce niveau-là depuis, et tant mieux, hein, je vais pas m'en plaindre. Ouais. Et c'est pour ça que ça me fait doucement rigoler et quand je vois que les gens se plaignent aujourd'hui, qu'on ose dire qu'on vit une saison catastrophique. Alors certes, c'est pas la meilleure en termes d'ambiance, mais je vous assure que je préfère sincèrement revivre une saison comme là où Paris est champion et ça se passe pas très bien à l'intérieur du groupe, plutôt que vivre vraiment ça où tu te dis que bah, c'est la première fois de ma vie où vraiment je pensais que mon club pouvait descendre en Ligue 2. Et je pense que toi, tu as vécu un peu la même chose avec Bordeaux. C'était quelque chose enfin, que tu ne pouvais pas croire. Et je pense que quand ça arrive, ça doit faire très mal. Et je suis très content que ce ne soit pas arrivé. T'as t'as tout dit, et on va arriver sur ce fameux match face à Sochaux, dernière journée de Ligue 1, 38e journée, saison 2007-2008, avec une course un petit peu à 3 pour la descente. Il y a aussi le RC Lens et Toulouse qui sont concernés, donc vraiment beaucoup de choses. Et le PSG est vraiment en très très grand danger, puisque au coup d'envoi, ils sont 18e. Donc on va dire, il y a pas le choix, il faut absolument gagner, et puis compter évidemment sur les autres aussi pour un mauvais résultat. Bref,
là, il y a beaucoup de stress. Une composition d'équipe, voilà, merci beaucoup Amaury, en 4-4-2, avec, voilà, comme tu dis, en fait, quand tu vois cette équipe, tu dis, bon, c'est peut-être pas... après, faut remettre dans le contexte, c'est peut-être pas pour aller faire un podium ou même européen, mais normalement, ça, tu vois, c'est première partie de classement sans forcer. Et c'est vrai que c'est assez fou. Est-ce que ça te manque, toi, Maxime, ce PSG, ce PSG un peu médiocre, un peu cancre? Bah, moi, ça fait 10 minutes que je me marre. Pour moi, c'est du petit lait. Ça, c'est pour moi, c'est l'époque bénie du PSG. C'est vraiment l'époque où j'ai pris le plus de plaisir à les voir. Chaque semaine, c'était un régal. On nous ramenait des Brésiliens. Alors après, on nous a ramené les bons Brésiliens, mais on nous ramenait des Brésiliens, des Everton, des Souza. Vraiment, après Ronaldinho, c'est vraiment, il y a un héritage qui s'est conservé chez les Brésiliens du PSG. Et puis, il y avait toujours victoire. Il y avait, pas toujours, mais en tout cas très souvent, victoire de l'OM dans les classicos. Ça s'est inversé sur, on va dire, la décennie suivante. Mais non, pour moi, c'est l'une des plus belles périodes. Alors, sur ce match-là, j'avais les yeux vers le haut du tableau et c'était le multiplex de toute l'histoire. On en avait déjà fait une chronique ici. Mais du coup, je pouvais pas regarder ce fabuleux PSG Sochaux. Mais s'il n'y avait pas eu de suspense dans mon Marseille-Strasbourg pour la Ligue des Champions et les places européennes, évidemment, le popcorn, le petit soda, et là, maillot de Sochaux sur les épaules, et on y va, nos amis du Doubs, quoi. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Mais pour répondre à ta question, vraiment, c'est une période qui, personnellement, me manque quand j'évoque le Paris Saint-Germain. J'adore à quel point c'est assumé. Non, mais c'est ça, au moins il est très franc et ça fait plaisir à entendre, quoi. C'est vrai que c'est une époque où on a savouré, toi et moi, on était en haut du classement, voilà, Maxime, j'ai pris plaisir Ouais. à partager ça. C'est belle joutes avec Eric Guéretz et Deschamps. Maintenant, c'est avec le Havre et Metz, bref, ça c'est une autre histoire. On se reconcentre sur ce match, du coup, avec, du coup, ce premier but d'Amara Diané, on a eu l'occasion de le voir, mais il est intéressant de commenter parce qu'il y a un petit compte favorable. Et puis voilà, le geste d'attaquant, boum, ça part vite. On est à la 22e minute. Le PSG démarre plutôt bien. C'est vrai que pour le coup, voilà, on voit aussi le soulagement des dirigeants. Voilà, il y avait toute l'équipe. Je pense que c'est un état-major qui doit beaucoup manquer à Samy aujourd'hui. Je pense que ce sont des visionnaires. Je vais parler de visionnaires pour là. Je pense que voilà, on peut aussi employer ce terme pour ces personnes-là. Et voilà, Amara Diané qui marque là son 10e but de la saison, qui fait le taf face au Sochaux de Romain Pitot, de Jérémy Bréchet, de Michael Isabé notamment, ou même de Stéphane Dalmat qui était là. Un Sochaux plutôt avec des beaux noms, qui a quand même joué le jeu. Voilà, Paul Le Guen qui passe ses consignes. Mais vous savez bien, hein, c'est une saison de tous les dangers, de toutes les galères. Et qui de mieux que Guiranendo pour égaliser? Et oui, Guiranendo qui va plonger le PSG dans une certaine tempeur. Ah Tiralendo. ouais. Franchement, ce qui Très est bon bien, c'est que milieu, j'ai hein. pas, Oui, lui. j'ai rien teasé de la chronique et je savais qu'en disant le nom du mec qui allait égaliser contre ce PSG-là, ça allait faire regère des trucs. Parce que on fait Ligue des Jeux, on a fait une dizaine d'émissions, mais je crois qu'on n'a jamais évoqué Guiranendo encore. Giranendo, C'est ouais. vrai. Qui est à l'époque très coté, hein. Très coté. Il est même, je crois, en équipe du Sénégal. C'est très solide, hein. Ouais, C'est un bon jeune, bon prospect qui n'a pas fait grand-chose malheureusement après. Mais à l'époque, très bon milieu, hein. il y a Attention. un Oui, il avait une bonne transfert petite cote, ouais. il y a un transfert à Mm. Saint-Etienne et c'est le moment où tu sais, il pouvait passer à l'étape supérieure, tu vois, Mm. pour aller chercher mieux derrière. Et en fait, à Saint-Etienne, ça a été un flop complet. Et Flop, comme tu ouais. dis, à l'époque, le prospect était là. Mais voilà, le PSG va attendre les derniers instants, la 83e minute, pour aller chercher ce maintien. Et qui de mieux que Camara Diané? Et là, c'est même pas un trou de souris, c'est un but qui est Oh, ce improbable. but. Vraiment, c'est un fil dans une aiguille, tu vois. C'est le genre de but qu'on voit, que j'avais jamais vu, tu vois, en plus au ralenti, vraiment pour encore mettre plus de suspense. Mais voilà, grosse libération du COP. Et voilà, on peut commencer un petit peu à souffler du côté du PSG parce que entre-temps, Lens est accroché par les Girondins de Bordeaux. Il y a 2-2 à Bollaert. Et du coup, dans le fil conducteur entre les deux matchs, finalement, le PSG est en train de prendre un petit matelas de sécurité sur son rival lensois. Et c'est vrai qu'on va le voir sur les images de fin. Et je pense que ça va être intéressant de t'entendre là-dessus de Samy. C'est un soulagement. On fait de ça. C'est peut-être pas aussi comme un titre, mais vraiment, là, c'est vraiment une délivrance. On sent qu'il y avait une pression maximale sur ce groupe qui vraiment est passé par toutes les émotions et qui a bien cru aller en Ligue 2.
et ça aurait été vraiment une issue tragique pour eux, quoi. Ah, tu dis qu'on fête pas ça comme un titre, mais sincèrement, ça reste un souvenir énorme en fait. Moi, en tant que supporter, quelque chose qui m'a marqué. Ce but, je m'en rappellerai tout le temps. C'est ça qui est fou, c'est que je vais me rappeler de ce but à vie, et peut-être que des très beaux buts en huitième ou quart de finale de Ligue des Champions du PSG d'aujourd'hui, je vais les oublier. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la tension était à son maximum. Moi, je me rappelle très bien de cette soirée, de ce multiplex. Voilà, on se rappelle tous avec la musique d'anthologie, on le sait très bien. Moi, en plus, c'était en mai, il faisait très beau. J'étais étudiant à La Rochelle, donc station balnéaire. Il y avait bonne ambiance dans les rues. Voilà, il y avait une odeur un peu de soufre, tu vois. On se disait, Ouais. ça En, peut en très gros, très mal tourner. Et en, finalement, en gros, en ouais. gros, t'as bien fêté le maintien, quoi. C'est ce que t'es en train de nous dire. Ah, mais alors là, pour te dire, je peux te dire qu'après, oui, après, grosse soirée étudiante, on s'est ambiancé. Ah non, mais c'est pour ça que le souvenir, pour moi, il est très vivace. Certes, c'est une mauvaise saison, mais ce match-là spécifiquement et ce but-là, tout, mais c'est un but de raccro. Il est horrible, il pue, il faut le dire ce qui est, avec la balle qui roule tout doucement. Tu peux pas faire pire. Je crois que tu peux pas faire pire, sincèrement, comme but de raccro. Et au final, ouais, explosion de joie. Moi, personnellement, j'ai fêté ça comme un titre. En plus, j'étais avec ma bande de potes. On était tous dans un appart dans le centre de La Rochelle. On est tout de suite sortis après. J'étais le seul vrai fan du Paris Saint-Germain parce que tout le monde, parce que même les autres supporters d'autres clubs, il n'y avait pas que des fans de Marseille, et ben ils avaient un peu la même attitude, un peu très très méchante de Maxime que je ne lui pardonne pas. Et donc il y avait ce truc un peu, voilà, ils étaient contents. Vous savez, quand il y a l'odeur du sang, et ben les autres supporters, que ce soit les supporters de Bordeaux, les supporters d'un peu partout, bah en fait ils étaient plus social. Hein. Apparemment tout le monde s'est découvert un oncle ou une tante à Montbéliard. Donc ouais, c'est vrai que c'était assez difficile à vivre, mais je peux vous dire qu'après coup, ouais, pour moi j'étais champion. Hein. En tout cas, j'étais inarrêtable. Mais ça, du coup, c'est déjà un moment, je pense, historique de notre championnat. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un scénario dans lequel ce ballon-là ne rentre pas dans le but, fait petit filet extérieur, et peut-être que ça change aussi la phase politique du PSG sur les 3-4 années qui suivent. Je sais pas, je dis pas que le Qatar serait pas venu ou que le PSG serait jamais remonté, n'aurait pas fait le yo-yo ou quoi que ce soit. Mais ça emmène, en tout cas, ça entraîne le club dans une spirale qui est quand même pas celle dans laquelle Colonie Capital laisse le club à QSI. Et en vrai, peut-être que ce but-là, il y a un scénario dans lequel le ballon ne rentre pas et les 15 dernières années du Paris Saint-Germain sont un peu plus triste ou un peu plus heureuse en fonction de là où on se place. Mais en tout cas, l'histoire change. Et pour revenir un petit peu à cette saison, parce que on a beaucoup parlé du sauveur, on a parlé du héros, mais comment expliquer quand même que cette équipe du PSG, on l'a dit tout à l'heure en évoquant la composition d'équipe, avec d'aussi beaux noms, se soit retrouvée à autant galérer? Alors, ok, Paul Le Guen, ça a peut-être pas pris, mais il y a peut-être eu d'autres raisons. Donc, Samy, toi, en tant que supporter, qu'est-ce que t'en C'est penses? c'est- c'est- c'est ce qu'on disait, tu le dis très bien, le casting, franchement, il est bon. Entre Paul Le Guen qui avait performé avec Lyon, donc nous, on a des rêves plein la tête. Hein. Paul Le Guen, il était chaud sous le maillot lyonnais. En plus, c'est un ancien du Ah, club. je te coupe, Il y mais a des si dans très le beaux chat, il y noms. en a qui ont des idées, dites-nous hein, dans le chat si vous avez des théories sur ce qui s'est passé sur cette saison, si vous avez vécu cette saison en tant que supporter parisien et que vous avez encore une analyse un peu fraîche, n'hésitez pas à nous la partager dans le chat. Excuse-moi, Samy. Mon impression, c'est que on n'avait pas une équipe taillée pour jouer le maintien. On avait une équipe de jolis noms, de joueurs un peu bling bling, pardon, pour l'époque, hein. Attention, c'était des joueurs, voilà, qui étaient passés par l'équipe de France ou qui y étaient au moment même. Donc voilà, même d'autres internationaux et étrangers de très bon niveau. Et je pense que c'est des joueurs qui n'étaient pas vraiment préparés à jouer ce maintien psychologiquement. Ils n'avaient pas le mental pour. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils les rejouaient après dans leur carrière. C'était des joueurs qui étaient venus pour franchir un palier et voilà, découvrir un niveau un petit peu plus élevé que se battre contre Sochaux lors de la dernière journée. Donc je pense que c'est ça en fait. Et la victoire a mis du temps à arriver dès le début de saison. Paris n'a jamais été dans une position confortable. Donc ces joueurs-là en fait n'ont jamais été vraiment préparés à jouer une saison pareille. On n'avait pas un effectif qui était taillé pour ça. Moi je pense hein, personnellement, on avait un effectif de joueurs par exemple
typiquement un joueur comme Roten, c'est un joueur qui quitte Monaco pour le Paris Saint-Germain avec de l'ambition. Le gars, il joue une finale de Ligue des Champions, il joue une finale de C1, il est en équipe de France. Pour lui, la dynamique de sa carrière, c'est pas de jouer le maintien avec le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'ils n'étaient pas préparés tout simplement, parce qu'on peut rejouer cette saison. Sincèrement, on peut rejouer cette saison, on peut la rejouer 10 fois. Je suis sûr qu'elle ne se passe pas comme ça 9 fois. C'est ça qui est, c'est vraiment que ça s'est mal goupillé dès le début. Et voilà, tu connais un petit peu le cercle vicieux. Moi, c'est comme ça que je l'explique, parce que Ouais, on le dit spirale hein, sur le négative. casting, sur le talent, il y avait, comment dire, le matériel à disposition. Et du coup, je termine juste, Alex, en disant évidemment un petit mot sur la suite de la carrière d'Amara Diané, qui va partir dès l'été suivant du côté d'Al Rayyan au Qatar pour 8 millions d'euros. Donc à l'époque, c'est plutôt un montant, voilà, bon, le bilan finalement d'Amara Diané qui est honorable pour 8 millions d'euros, ce qui à l'époque est honorable. Et surtout, bah, il y a une arrivée qui est assez conséquente, c'est celle de Guillaume Moirot, pour laisser la place à d'autres joueurs. C'est vrai il y a vraiment une vraie régénération d'effectifs qui est opérée lors de cet été. Et Amara Diané va faire pas mal de clubs du Golfe, il va faire aussi Al Gharafa, il va partir, je crois, aux Émirats Arabes Unis, avant de faire une dernière pige en Europe du côté de Tubize, en Belgique. Il arrêtera sa carrière en 2015 et il n'aura pas vraiment refait parler de lui. Après là, on l'invite dans quelques émissions pour qu'il parle finalement de ce moment de gloire, parce que ça restera le sien à jamais, et aussi celui de ce PSG de BC2008 qui aura fini par donner un petit peu de bonheur à ses supporters. Et voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de ce club de la capitale et de son héros improbable. Ouais, effectivement, petit devoir de mémoire pour aider peut-être certains supporters parisiens à mieux À relativiser. supporter l'actualité, à relativiser exactement, ou peut-être aussi pour permettre à certains de pouvoir dire ouais, oui, j'ai connu Amara Diané, bien sûr, oui, oui. Oui. Voilà, maintenant vous avez un petit peu plus d'arguments dorénavant grâce à cette petite chronique. On continue là aussi. Bon, là, on rentre encore un petit peu plus dans le temps. Là aussi, niveau culture Ligue 1, on est pas mal. Avec les débuts de Thierry Henry à Monaco, parce que Monaco, incroyable club formateur de notre Ligue 1, on leur doit quand même pas mal de nos plus grands champions, dont Thierry Henry, qui aujourd'hui nous régale en tant que consultant. Mais attention, Thierry Henry, dès le début, c'était quelque chose. Hein. Ouais. L'idée, c'était de pouvoir remonter un petit peu le temps, parce que je pense que aucun d'entre nous, sauf Samy, notre quadragénaire, n'avons vu ces images que nous allons vous montrer en direct. Mais l'idée, c'était de remonter un petit peu dans le temps. On parle souvent du Thierry Henry d'Arsenal, du Thierry Henry du Barça, et il existe 1 milliard de compiles qui traînent partout sur ce Thierry Henry-là. Un petit peu moins d'images sur le Thierry Henry de la Juve, ça s'explique parce que ça n'a pas été une grande réussite et il n'y est pas resté longtemps. Mais des images de Thierry Henry pré-Coupe du Monde 98, on n'en voit pas beaucoup, et c'est aussi ce qui permet de comprendre le grand champion qu'il a été. Et pour voir justement ces premières images, il faut remonter au milieu des années 90, plus précisément sur l'année 94-95, pour voir un Thierry Henry qu'on voit un petit peu petite coupe Ruud Gullit pour les plus anciens, Ah, petite coupe j'aurais dit dreadlocks. Patrice Loco, personnellement. Oh, ça marche aussi, C'est vrai, accepté. c'est vrai. Ça marche, ouais. Ça marche. Et Faudrait lui demander. l'effectif, du coup, c'est... Non, c'est belle ref. En plus, Ligue 1 Légende, Ruud Gullit, c'était pas trop dans le thème. Patrice Loco, par Bien contre, sûr. c'est parfait. Ouais. Alors, on verra pas Il de moi. commence justement contre un club que tu connais bien, Alex, parce qu'il va commencer sa carrière professionnelle contre Nice au milieu de l'année 1994, titularisé par Arsène Wenger, qui à l'époque est à Monaco. Dans un ASM qui compte dans ses rangs, alors accrochez-vous bien, Lilian Thuram, Eric Dimeco, Claude Puel, joueur, Yuri Djorkaeff, Emmanuel Petit, Sonny Anderson, Victor Ikpeba, Enzo Schifo. Bref, voilà, je pense que les noms sont assez évocateurs du Monaco que c'était. La très grande majorité de ces joueurs-là, quand ils étaient formés en France, passaient par les équipes de jeunes, par la réserve, puis arrivaient en Ligue 1 dans un troisième temps, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, et ce qui n'a pas été le cas de Thierry Henry. Lui est arrivé directement dès moins de 17 où il cassait tout, à ses titularisations progressives, évidemment, par Arsène Wenger, et il va se faire un peu adouber des plus anciens.
notamment d'Éric Dimeco, qui va le conseiller et Lilian Thuram évidemment, mais Éric Dimeco qui va le conseiller et qui va le prendre sous son aile sur les débuts de sa carrière, lui éviter les petits accros sur et en dehors des terrains, pendant que lui va s'adonner un peu et va découvrir les joies de la PlayStation aux côtés de Thierry Henry. Il l'a expliqué plusieurs fois dans des interviews. C'est sûr que Dimeco, il s'y connaissait en accro sur le terrain. Voilà, lui était meilleur en accro sur le terrain et il le disait en plus en dehors des terrains. Il commençait à voir monter cette jeune génération qui était plutôt une génération qui, on va le dire, hein, qui ne prenait pas l'apéro, il n'y avait pas de club, c'était plutôt une génération jeux vidéo, ce nous on a connu dans nos adolescences. Et Éric Dimeco s'est un peu pris de passion pour ce jeune Thierry Henry. Alors là, on voit ses premiers buts. Il faudra quand même attendre un petit peu de temps avant de le voir décoller à l'AS Monaco. Il marquera ses premiers buts dans la fin de cette première saison de Division 1 à l'époque, un doublé contre Lens et un but contre Nantes. Et à l'intersaison, c'est Jean Tigana qui va arriver. Et avec Jean Tigana, ça va moins bien se passer qu'avec Arsène Wenger, dans le sens où on n'est pas sur le même type de coach. Jean Tigana, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir avec Henry une relation chien et chat. C'est un vieux de la vieille, Jean Tigana, qui une sorte de père fouettard. Il va prendre Henry sous son aile, mais pas de la façon dont Henry a envie d'être pris sous son aile. Il va lui donner de l'amour, mais pas directement. Et ça va beaucoup gêner Henry dans sa progression. Il va plus jouer. Pendant longtemps, il va pas jouer les premiers rôles. Alors, on l'a dit de toute façon, Sonny Anderson, Victor Ikpeba, Michael Madar, aussi pour les plus anciens, qui étaient là et qui étaient un peu indéboulonnables dans l'attaque de l'AS Monaco. Il va voir passer des petits matchs de Coupe d'Europe sans vraiment prendre part à ces matchs-là. Il va voir Monaco se faire un peu humilier par Leeds dès le début de la saison et ne plus jouer la Coupe d'Europe. Il va gratter des minutes, marquer quelques buts. Là, on le voit, ce but contre Nantes. L'a-t-il fait exprès ou non? Je vous laisse, les amis, donner votre avis là-dessus. Mais là où il va prendre un peu on va dire, ses auréoles de futur star, c'est en équipe de France Espoir. En parallèle, il joue pas trop avec Monaco, mais avec Gérard Houllier en équipe de France Espoir, ça se passe extrêmement bien. C'est l'image de cette équipe de France jeune, c'est l'image de la nouvelle génération. On est à 2 ans, justement, 1 an et demi, 2 ans de la Coupe du Monde. Et l'année d'après sera celle vraiment de l'explosion pour Thierry Henry, mais sur et en dehors des terrains. C'est là que je vais vous poser la question, les amis. Est-ce que l'histoire du vrai faux transfert de Thierry Henry au Real Madrid, c'est quelque chose dont vous aviez connaissance? Moi, personnellement, pas vraiment. J'en avais entendu parler, ouais. Alors, on va essayer de démêler un peu cette histoire. Il y a eu un petit vice de procédure, je sais plus exactement, du coup le transfert avait floppé et au final il se retrouve à la Juve. Exactement. Et du coup, tout réussissait à Thierry Henry, notamment en équipe de France jeune, avec William Gallas, Nicolas Anelka, David Trezeguet, Michael Sylvestre. Bref, la relève était là et belle génération à quelques mois de la Coupe du Monde 98. Et puis arrive cette affaire, l'affaire du Real Madrid, que je vais essayer de vous expliquer comme elle a été retranscrite par la FIFA, parce que c'est une affaire qui est montée à la FIFA. On le rappelle, Thierry Henry est jeune, il a 18-19 ans quand ça arrive. Et l'histoire, elle est assez trouble. Elle démarre par l'ex-agent non habilité FIFA de Johan Cruyff, qui a envoyé le Hollandais à sa perte financière, donc ça vous place un petit peu le type. Michel Basilevich, il entend parler via des dirigeants du Real que le club espagnol cherche un ailier gauche. À cette époque-là, ailier gauche percutant, jeune, pas encore trop cher, qui n'a pas un temps de jeu immense à l'AS Monaco, il propose Thierry Henry. Il récupère un mandat club via le club espagnol et se rapproche du père de Thierry Henry, donc Tony Henry. Ça commence à parler de sommes qui, pour l'époque, sont assez folles. Et là, il va y avoir une petite bourde que les adeptes de Football Manager vont vite remarquer. Dans la tête de Tony Henry, il reste 8 mois de contrat à Thierry à Monaco. Sauf qu'en fait, il lui reste 18 mois.
Ce qui fait que quelques semaines plus tard, Thierry Henry va signer un pré-contrat avec le Real Madrid, sauf qu'il est toujours sous contrat avec l'AS Monaco. Et à partir de là, le club espagnol est épinglé par la FIFA forcément. Michel Basilevich fuit un peu ce dossier-là, mais est vite rattrapé parce que c'était quand même l'intermédiaire privilégié du Real Madrid. Donc le Real prend double plainte de l'AS Monaco. Pendant ce temps-là, le jeune Thierry Henry, forcément, il disjoncte. Il commence à moins jouer. Il commence à avoir un comportement forcément un petit peu plus compliqué à gérer au quotidien. Il ne comprend pas, justement, que Jean Tigana le sorte un petit peu de l'effectif, le temps de régler ses problèmes administratifs et hors sportif, hors terrain, malgré tout. Et au final, le Real Madrid est condamné, après plusieurs mois. Thierry Henry est condamné également à payer une petite somme d'argent pour avoir signé un pré-contrat sans avoir eu l'autorisation de le signer. Le Real Madrid essaiera par plusieurs documents un peu biscornus de dire que Thierry Henry a bien signé des contrats, mais c'était des jours où il y avait des matchs avec l'AS Monaco, donc il n'a pas pu signer le contrat. Bref, on sent un peu le micmac à l'espagnol. Et pendant ce temps-là, Thierry Henry va perdre un an. Il va perdre un an, on arrive à quelques mois de la Coupe du Monde 98. Et finalement, sur les mois qu'il reste, il va se remettre d'équerre. Sonny Anderson va partir de l'AS Monaco. Il va récupérer une place de titulaire. Il va enchaîner des très très grosses perfs, notamment en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Et il va récupérer petit à petit, il va gratter dans, on va dire, la hiérarchie des Méjaquets. Il va repasser devant des joueurs comme Florian Maurice, comme aussi Nicolas Anelka, qui lui ne passera pas le cap de la Ibrahim Ba. sélection des 30 à 23. Ibouba aussi, qui aurait pu jouer un rôle offensif dans cette équipe de France 98. Tout est bien qui finit bien pour le jeune Thierry Henry, mais voilà un petit peu un condensé de ces 3 premières années à l'AS Monaco, avec des hauts qui ont été très hauts, notamment en Ligue des Champions dans l'année pré-Coupe du Monde, mais aussi beaucoup de bas, et des relations avec le monde du foot qui ont peut-être construit le Thierry Henry qu'on connaîtra derrière, qui était un petit peu parfois avec les médias, avec le monde du foot, froid, distant, a toujours gardé une certaine distance justement. Il va plus vraiment régler ses affaires sportives en famille. Il va prendre des agents suite à ces petites affaires là. Donc c'est aussi la construction d'un homme qu'on a connu, nous, plus tard, dans ces très grandes années, et qu'on trouvait parfois un petit peu hautain et détaché. Peut-être que ces épisodes monégasques l'ont rendu aussi un petit peu comme ça quand il était bien plus jeune. Oui, et puis aussi, c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant envers lui-même. C'est quelqu'un qui a toujours été très exigeant envers lui-même, qui a eu un père aussi très exigeant envers lui. Il en a souvent parlé. Donc c'est sûr que quand tu donnes le maximum de ce que tu as et que tu peux entendre des critiques ou quoi que ce soit, bah forcément tu les prends plus facilement mal. Et ça pouvait contribuer peut-être à mettre une certaine distance. Mais en tout cas, c'est clair que voilà, là, sur ses débuts à Monaco, on a quand même des débuts assez impressionnants et qui ont au final été plus perturbés par un transfert que par ses performances sportives. C'était quand même quelque chose, quoi. Et puis taper dans l'œil du Real aussi jeune. Alors autant aujourd'hui, maintenant on voit le Real signer énormément de très jeunes joueurs. Là, il y a Bellingham apparemment qui va pas tarder à signer. On a vu Tchouaméni, Camavinga, voilà, ça recrute très très jeune dorénavant. Mais le Real dans son histoire, c'est plutôt un club qui cherche des joueurs très confirmés, qui cherche des stars, qui cherche des joueurs qui ont déjà énormément d'expérience sur la scène européenne. Donc que le Real s'intéresse déjà à Thierry Henry à cette époque-là, ça pose quand même le bonhomme. Ça montre à quel point les qualités étaient quand même assez énormes déjà à ce moment-là. Oui, et puis pour ceux qui pourraient se poser la question de savoir si il avait déjà sa spéciale enroulée plat du pied à l'époque, on l'a vu un petit peu dans certains buts, et puis il y a surtout une image qu'on va vous montrer et qui montre justement que c'est quelque chose de presque inné chez lui. C'est ce but-là contre Nantes. Je l'ai vu mettre ce but-là 50 fois dans sa carrière.
Là, on est à Highbury, là. Ouais, voilà. Ouais, Là, on est Il, contre il, ça. clairement. il l'a peaufiné quand même parce que moi, toi, j'ai vu jouer Thierry Henry en Division 1, j'ai vu ses débuts et sincèrement, il était bon, hein, on va pas revenir sur l'histoire. Alex l'a très bien dit, si le Real Madrid de l'époque était déjà un très grand Real Madrid puisque voilà, c'était un Real qui gagnait déjà des C1 avec des effectifs fous. S'intéresser à Henry, c'est qu'il avait un potentiel, mais attention, pour moi, il y a vraiment, enfin, le Henry qu'on a connu en Ligue 1 Mm. mais il est à des années-lumière du Henry qui a ensuite Ouais. performé Ouais. sur les terrains européens. Attention, Ah, parce bien que sûr. franchement, il était bon, tu vois, il était bon, mais t'étais pas, enfin, personnellement, tu te disais pas, parce que tu peux regarder hein, au niveau statistique, je crois que sa meilleure saison, elle doit être à 8-9 buts. L'année de la Coupe du Monde, il marque seulement 4 buts en une trentaine de matchs, tu vois, il a jamais été aussi impressionnant, même dans les statistiques, qu'il a pu l'être, bah, tu vois, 105 matchs, 20 buts, Mm. c'était un bon joueur dans le talent. En fait, moi, je pense que ce qui le démarquait, c'est qu'on arrivait dans une nouvelle époque d'attaquants, justement, qui prenaient la profondeur, ce que tu n'avais pas forcément avant, et qui avaient cette vélocité, cette technicité dans les petits espaces, ce qui n'était pas la norme à l'époque. Avant, enfin voilà, c'était Mm. des renards de surface. Lui, il succède vraiment voilà, aux Klinsmann, aux voleurs, Mm. aux attaquants vraiment dans la surface, vois, qui mettent vraiment des Mm. tapines. C'était vraiment autre chose. Et je pense que c'est ça aussi qui a alerté les recruteurs des grands clubs. Ils se sont dit, ça, c'est l'avenir, parce que lui, c'était le football moderne. Mais à cette Mm. époque-là, il n'était pas encore, enfin personnellement, il n'était pas encore. Sa sélection à la Coupe du Monde, c'est une surprise. Hein. À l'époque, il y a un joueur, tu disais Ibouba, qui était déjà au Milan AC, qui avait déjà fait Ouais. beaucoup plus que lui en Ligue 1. Tout le monde pensait que c'était lui qui allait passer devant. Vraiment, il y a ce flair qu'a eu Aimé Jacquet de le prendre parce qu'à la base, on va dire les performances pures, il avait pas sa place dans les 23 Français. C'est Mm. ça qui est assez impressionnant. C'est que, et moi je le dis en toute honnêteté, hein, et le pire c'est que après Monaco, tu as une période très difficile à la Juve qui, je pense, a été formatrice pour lui parce que c'est là où Ouais. il gagne vraiment le côté mental, où il devient un monstre. Et après, il vient à Arsenal et là, il éclate tout. Mais Henry à Monaco, franchement, il fallait être très fort pour dire, voilà, il va être à deux doigts du Ballon d'Or, il va gagner une Coupe du Monde, il va faire Mm. tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Franchement, c'était pas écrit d'avance. Donc, il y a eu du travail derrière. Il avait le talent, certes, mais il y a eu quand même, il y a eu voilà, des étapes dans sa carrière qui l'ont amené à ce qu'il est aujourd'hui, à la légende qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'on a Mm. oublié de préciser, Après, mais juste pour les revenir sur images la parlent petite pour partie ça, statistique. c'est Ah, vas-y, que, vas-y, vas-y. excuse-moi de te couper Alex, il Ah, jouait mais ailier désolé, on a toujours un gauche. petit décalage, forcément. À l'époque, il jouait ailier gauche. Jean Tigana l'a fait jouer comme ça. Quand il arrive à la Juve, tu l'as dit Samy, il joue milieu gauche, encore Mm. plus bas sur le terrain. Et c'est Arsène Wenger qui l'a toujours voulu à Arsenal, de toute façon, depuis qu'il y était arrivé, qui le récupère à Arsenal et qui, même à l'intérieur même de discussions en interne avec Thierry Henry, va le mindseté pour reprendre l'axe, qui était une position qu'il avait lui naturellement chez les jeunes, mais qu'il a vite abandonné lors de ses débuts professionnels pour se concentrer sur ce côté ailier, comme on le voit dans les images, où il prend la profondeur, c'est un dragster, aucun latéral de l'époque n'arrive à le suivre, il peut faire ça pendant 90 minutes, et surtout, il est utilisé par Chantigana pour le faire sur 30 minutes, 40 minutes, parfois 10, parfois 15. Il fait des différences, mais il n'est pas encore le game changer que tu vas avoir et qui va devenir plus tard, parce que justement, cette position-là ne lui permet sans doute pas d'exploiter au maximum ses qualités même dans le jeu qu'on va voir à Arsenal, où il n'hésitait pas à décrocher, à revenir, à être un vrai attaquant, un attaquant qui participe au jeu, contrairement à ceux que tu as cités tout à l'heure, Samy, et pour les plus jeunes, peut-être que le grand exemple de ça, c'était Pippo Inzaghi, qui était là et qui marquait. C'était ça un peu les numéros 9 de l'époque. Les Predrag Mijatovic, Bon, on n'avait pas l'habitude d'avoir ce profil plus grand, plus racé qui joue en numéro 9. Et lui va réinventer ça à Arsenal. Mais avant d'arriver à Arsenal, c'est un ailier, et c'est un ailier qui est en concurrence avec pas mal d'attaquants, qui est en concurrence en équipe de France, tu l'as dit, sur des postes offensifs, même avec Christophe Dugarry. Et je pense même que la non-sélection d'Anelka
bah, elle est plus honteuse peut-être vis-à-vis de... Et honteuse, je pèse un peu mes mots, parce que c'est pas une honte non plus, mais elle a plus étonné à l'époque par rapport à Christophe Dugarry, qui a été considéré sans doute un peu de façon réductrice comme juste le copain de Zidane. C'était quand même quelqu'un d'un talent fou aussi. Mais ces deux joueurs-là, les Anelka et les Ibouba, ces deux joueurs qui, sur les performances pures en 97-98, ont fait des saisons que Dugarry et Henry n'ont jamais faites. Alors après, bravo à Aimé Jacquet d'avoir constitué son groupe, on ne reviendra pas sur l'histoire, mais effectivement, on sentait un potentiel, mais ce potentiel d'avant-centre, c'est vraiment Arsène Wenger qui va l'inculquer à Thierry Henry et qui va lui remettre en tête à 22-23 ans quand il arrive à Arsenal. Ouais, j'allais parler également de son positionnement, mais je rajouterai un autre truc aussi. C'est que on dit oui, il fait une saison à 8 buts seulement à l'époque, mais faut se rendre compte aussi, à l'époque, à 15 buts, tu étais meilleur buteur du championnat, déjà, et surtout, les ailiers ne marquaient pas autant de buts. C'était très rare de voir des ailiers dépasser la barre des 10 buts. Ça, c'est le football d'avant Messi et Ronaldo. Faut se rendre compte. Messi et Ronaldo ont un peu banalisé le fait et de marquer 15, 20, 30 buts, voire plus sur certaines saisons en jouant, en tout cas en démarrant sur un côté. Mais ça n'a pas été la norme à cette époque-là. Et en plus de ça, là, on parlait d'un très très jeune joueur, donc on pouvait encore moins en exiger de sa part au niveau des statistiques. Faire déjà une saison complète à cet âge-là, déjà à cette époque-là, ça aussi, faut quand même le souligner, c'est que c'était assez dur de s'imposer aussi jeune dans un club de Ligue 1 et qui plus est dans un top club de Ligue 1. Et faire en plus des stats, bah, ouais, en vrai, pour cette époque-là, la saison à 8 en championnat, c'est déjà un très très bel accomplissement. Sachant qu'en plus, il en a mis une paire justement en Ligue des Champions, et c'est un peu là quand même qu'à l'échelle européenne, son talent s'est révélé. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, on arrive à peu près à la moitié de ce stream. Je vois qu'on est pas mal de monde. N'hésitez pas, si c'est la première pour vous, à mettre un petit follow pour ne pas manquer les prochaines émissions. Tu voulais rajouter un truc, Max? Ouais, juste pour ceux et celles que ça intéresse, l'histoire de Thierry Henry, des Ulysses jusqu'à la fin de sa carrière, ce banger de Philippe Auclair qui s'appelle Seul au sommet, il existe en français, en anglais, moi je viens de le finir, je l'ai fait pendant mes vacances, et franchement, c'est un magnifique livre sur le personnage, mais aussi sur tout le football français et anglais de ces 20-30 dernières années, donc pour ceux qui aiment un peu lire, n'hésitez surtout pas. Il y a un chapitre sur Viry-Châtillon-Sucy-en-Brie, j'espère, quand même. Le fameux match légendaire où il met les 6 buts. Et voilà. Mais toutes ces petites histoires-là, la construction avec le papa, c'est toutes ces petites choses qui ont été qui sont évoquées dans le livre. Et pour conclure, tu disais vrai, Alex, parce que on oublie qu'au moment où il fait ses débuts, un an plus tard, il joue encore un an auparavant, pardon, il joue encore en Régional 1. Et c'est des parcours que peut-être on peut plus ou moins voir de nos jours, des explosions fantastiques, mais qu'à l'époque, un gamin de 16 ans, 17 ans qui jouait encore soit en Régional 1, soit en U15 l'année précédente, ne joue pas en Division 1. Ce sont des parcours fantastiques. Donc voilà, tout est raconté dans le livre. C'est une époque où un joueur de 21 ans était considéré comme un espoir, quoi. Tu étais considéré comme un espoir du club, fallait confirmer, tu commençais à peine à gratter des minutes à 21 ans pour le joueur lambda. En dessous de 21, déjà, c'est que il y avait un certain talent, et en dessous de 18, alors là, c'est que vraiment, c'est qu'on a perçu en toi un phénomène, quoi. C'était quand même assez incroyable. Ouais, Et d'ailleurs, vas-y. il revient en espoir après la Coupe du Monde, il faut le savoir, ça. C'est quelque chose qui se fait quasiment plus, mais il gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France et il revient en espoir en 99. Il est sélectionné en espoir et quitte le groupe France pendant un an et demi, avec sa période à la Juve qui est pas très bonne. On le fait revenir, le Thierry Henry, attention, qui est champion du monde, on le fait revenir en équipe espoir. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quasiment plus. Quand tu gagnes une aussi grosse compétition, tu revois plus jamais l'équipe de France espoir normalement, tu vois. Donc, c'était une autre époque. C'est ça. Avec Domenech. Et Roger Lemaire le reprendra Exactement. quelques semaines, quelques mois avant l'Euro 2000. Exactement.
Exactement. Bon, en parlant de phénomènes ayant eu des débuts assez précoces, en parlant de jeunes attaquants qui jouent sur le côté, qui cassent des reins et qui va très très vite, le loustic qui suit là, il est pas mal dans le genre. Ousmane Dembélé. Adri, tu nous as fait un petit top vidéo sur sa saison rennaise. Oui, bah là, je pense que ça C'est va bien se passer de ça. commentaires, hein. Là, exactement, on va assister à un feu d'artifice, à un nombre de crochets, un nombre de buts bien sympathiques. Et tu viens de parler à l'instant du fait qu'un jeune joueur de 18 ans avant, dans les années 90, il rentrait, c'était un phénomène. Lui, on est dans les années 2010, mais je pense que très très vite, tous autour de la table, on a vite senti que on avait la naissance. Tu vois, je pense que il y a les débuts peut-être de Ben Arfa, de Benzema, d'Hazard, et je pense que même de Mbappé, mais je pense que Dembouz, on a tous ressenti ça quand on l'a vu démarrer au Stade Rennais sous les ordres de Philippe Montagnier, puis Roland Courbis. Voilà, il est resté que finalement que 7-8 mois en Ligue 1 avant de partir au Borussia Dortmund, saison 2015-2016. Franchement, le talent sautait aux yeux et on s'est dit que là, il y avait un nouveau vrai phénomène, quoi. Ouais, ça c'est clair qu'on l'a très 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 vite remarqué, hein. Je pense que là, il n'y avait pas besoin d'être un scout de génie pour vite s'en rendre compte. Ceci dit, pe- petite info que beaucoup ne savent pas, mais c'est que Ousmane Dembélé s'impatientait un petit peu du fait de jouer avec Rennes, malgré son jeune âge, et qu'à un moment donné, en fait, il a failli partir. Il a failli partir avant cette période-là, et il a failli partir pour un certain club du sud-est de la France qui joue également en rouge et noir. Donc autant dire que j'ai Ah des ok. petits regrets. Ah bah là, ouais, c'est sûr. Moi, j'avais lu que, pareil, que Salzbourg et Benfica étaient intéressés, et je savais pas que Nice était aussi sur le coup, justement, sur cette période de transition, où voilà, il fait des très bonnes choses en Gambardella. La saison d'avant, il est demi-finaliste avec le Stade Rennais, il perd contre l'OL, et finalement, en fait, Rennes réussit à lui faire signer un contrat pro de 3 ans, le sécurise, parce que franchement, il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur le coup, et il rentre à Angers pour 4 minutes, et il marque son premier but contre Bordeaux lors de sa première titularisation. Et après, ça a vraiment été hyper vite enchaîné. Voilà, la première saison, il marque 12 buts, il fait 5 passes D. Il y a ce match-là qu'on voit à l'instant contre Nantes, où il marque un triplé dans le derby qui a été marquant. Je pense que le triplé contre Nantes et, je vais me tourner vers Maxime, le match au Vélodrome contre l'OM de Mitchell, ok, c'est pas, on a parlé du PSG d'Amara Diané, pareil, l'OM de Mitchell, c'est pas dans les standards absolus, mais je pense que ce match-là, toi, tu t'en souviens. Bah, on parlait tout à l'heure de l'époque bénie du Paris Saint-Germain. Moi, c'est vrai que Mitchell, j'ai une tendresse particulière pour lui. Il m'a vraiment donné beaucoup d'émotions. Ça a été une année quasiment sans victoire, où chaque semaine, j'en prenais 4, et où il y avait un petit post Instagram avec son grand sourire éclatant et son costume pour dire que c'était pas grave et qu'on repartait au combat la semaine d'après. C'était une belle saison. C'était une saison vraiment, bon, sans doute dans mon top 3 de ces 20 dernières années. Et pour ce match-là, encore plus, parce que on savait qu'il y avait grand danger avec Dembélé, qui avait été quand même remarqué les semaines précédentes ce match-là. Et moi, j'étais rassuré parce que je me le suis fait confirmer en regardant la compo, mais Mitchell avait eu l'intelligence, que dire le coup tactique, de ne pas mettre Paolo De Celier et de mettre le non moins intéressant Javier Manquillo à gauche pour essayer de contrer un petit peu l'attaque rennaise qui était quand même composée d'Ousmane, de Johan Gourcuff, de Giovanni Sio qui claquait quand même une paire de buts à l'époque. Il y avait Et Boga très aussi, vite non? j'ai Il n'y avait compris pas Jérémy Boga? sur le banc. À cette époque? Sur le banc. À cette époque, d'accord, ok. Ouais. Et j'ai très vite compris que, bah après, je vais pas spoiler, après 15 minutes, il y avait 3-0. Voilà, enfin, il y avait 0-3 pour être plus précis. Et non, c'est le genre de petit après-midi comme ça qui te donne vraiment envie de suivre ton club. Donc, c'était très, très dur. Et tu le disais, au-delà de ce match-là, il y a peu de joueurs qui m'ont donné cette sensation après 3 fois 20 minutes de me dire oh bordel, qu'est-ce que je suis à quoi j'assiste là. Et pourtant, on en voit des jeunes joueurs très bons, et même dans les dernières semaines. On peut penser,
justement, à des Rennais, on peut penser à des Monégasques, on en a des jeunes ailiers virevoltants qui font de belles choses en Ligue 1. Mais ce que lui a fait en 6 mois, un peu comme ce que Mbappé a fait dans son premier passage en Ligue des Champions, c'est des choses que j'ai très, 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 très rarement vues et qui resteront comme des ovnis qu'on peut même pas analyser. C'est des moments de l'histoire de notre championnat qu'il faut même pas essayer d'analyser. Il faut juste profiter ou regarder des compiles, quoi. C'est Ouais, c'est totalement ça, mais ça. c'est qu'en plus, il y a un certain, c'est qu'il y a un talent qui saute aux yeux, mais c'est qu'en plus, il y a déjà de l'efficacité. Et c'est surtout ça aussi qui est assez impressionnant, c'est que ça marque très très vite dès les débuts et ça marque assez régulièrement. Alors, j'ai pas la stat, il y a combien de buts il finit la Il saison, est Adri? 12 non? 12 12? buts, 12 buts et 5 12. passes D. Ouais, c'est ça. C'est énorme, c'est Ouais, mais absolument franchement, énorme. c'est une de ses meilleures versions. Samy, je t'ai vu sur le crochet face aux Girondins de Bordeaux, le double crochet. Je t'ai vu Ouais. faire un mouvement genre OK. Et toi, je sais que t'aimes ce genre de dribbleur. Honnêtement, je pense que tu vas avoir le même constat que Max. Et même moi, en revoyant ces images, je me suis dit, en fait, il a raison. C'est vrai qu'on en voit plein des jeunes talentueux, les trucs de fou. Mais lui, je pense qu'il est vraiment dans le top 5, le podium des mecs. Quand on les a vus démarrer en Ligue 1, enfin, je sais pas, on est scotché, quoi. On se dit, il y a la naissance d'un truc, quoi. Ouais, franchement, ouais, Dembélé, je signe tout de suite, hein, crochet, crochet, c'est impressionnant. Impressionnant ce qu'il faisait, c'était un régal. Je me rappelle aussi très bien le match au Vélodrome, il finit à 5-2, c'est ça? Le score final, c'est ça? Il me semble, il y Ouais, a ouais, ouais. 5-2 ou 6-2, je sais plus. Bon, il y avait tellement de buts de toute façon à cette époque. Mais oui, oui, franchement, Dembélé, grosse hype. Au final, ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, on peut parler, pas de gâchis, parce que le mot est fort. Le gars est quand même champion du monde, double finaliste de la Coupe du On reste Monde, sur il notre est fin. champion d'Espagne. Ouais, il est champion d'Espagne. Je souhaite une pire carrière comme ça à beaucoup de joueurs. Tu vois, le gars est quand même bien et il est encore jeune. Mais c'est vrai que sur ce qu'il montre, à l'époque, on parle voilà du Messi français, ce qu'il réussit à faire sur l'élimination des joueurs en un contre un. Mais c'était un régal. C'était un régal. C'est dommage qu'il soit pas resté plus longtemps en France. Après, il est allé tartiner aussi des Allemands avec le Borussia pendant un an en faisant double-double sur une saison de football. Donc voilà, il a confirmé après coup. Mais oui, franchement, un régal. Moi, Dembélé. Après, il y a aussi le petit passage avec l'équipe de France contre l'équipe d'Angleterre en 2017, en juin, où la jeunesse française éclabousse le monde, où ils se font un check torse contre torse avec Mbappé. Mais moi, je suis en fusion. Moi, je suis en caleçon sur mon canapé. J'en peux plus. Je me dis, on va vivre des années extraordinaires. Et bah, c'est le cas pour le moment avec l'équipe de France. On est quand même gâté d'avoir deux joueurs aussi talentueux. Après, on connaît l'histoire. On sait qu'il y a eu les blessures. On sait qu'il y a eu le manque de professionnalisme peut-être du côté de Dembouz. Mais l'histoire n'est pas finie. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se dit, on a envie de retrouver ça. On a envie de retrouver cette fraîcheur, voilà, ce côté où tu sens que bah, il est capable à lui tout seul de gagner un match, de faire changer une rencontre. On l'a un petit peu perdu. Peut-être aussi que voilà, il a d'autres consignes. Il augmente dans le très haut niveau. À Rennes, il n'avait pas la même. C'était le jeune qui débutait, donc peut-être que l'insouciance était là. Mais oui, un régal, un régal. On a l'impression de parler d'un joueur il y a 15 ans, mais non, il a seulement 26 ans. Et j'espère qu'il va encore nous régaler. Moi, personnellement, Dembélé, je signe tout de suite. Je suis là, tu prêches un convaincu. Ouais, non, mais c'est sûr. En même temps, Dembélé, avec un talent comme ça, forcément, t'es obligé d'être sous le charme. T'es obligé d'être sous le charme, t'es obligé de kiffer. C'est le football qu'on aime. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, voilà, il y a peut-être eu des petits soucis au niveau extrasportif qui font que ces dernières saisons, on n'en profite pas autant qu'on aimerait en profiter en équipe de France ou même du côté de Barcelone. Mais à Barcelone, même quand il est absent pendant plusieurs mois, t'as toujours Xavi derrière pour te dire que c'est son meilleur joueur, qu'il le veut absolument, qu'il compte sur lui. Voilà. C'est un joueur à part. C'est un joueur à part et c'est aussi un talent qui fait que tu auras peut-être tendance à aussi à plus facilement lui pardonner certains écarts parce que tu sais qu'un Ousmane Dembélé à 100%, c'est un joueur totalement unique, totalement à part et qui peut, comme tu l'as dit, qui peut te faire gagner des matchs à lui tout seul et ça c'est très rare, c'est très très rare et ça je sais pas, c'est peut-être est-ce que c'est pas tout simplement le meilleur joueur que le Stade Rennais a sorti de son centre de formation parce qu'ils sont quand même un très très beau centre de formation, ils ont sorti énormément de bons joueurs.
Et je crois pas qu'ils aient fait mieux qu'Ousmane Dembélé. Arrêtez-moi si je me trompe. En talent pur, c'est sûr. Faudra peut-être voir Kamavinga dans le futur, mais c'est sûr que là, il est tout en haut, quoi. Ouais. C'est clair que ouais, Dembélé, ouais, c'est la street, hein. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout qui est réuni. Après, tu l'as dit avec Kamavinga, il y a même d'autres gros joueurs, hein, au niveau défensif. Ils ont quand même des grands joueurs, mais il a quelque chose de plus, en fait. Tu l'as dit, Alex, tu l'as très bien dit, des joueurs comme ça, ils sont rares. Après, on peut dire ce qu'on veut, on peut lui trouver des défauts, il n'y a aucun problème, hein. On peut débattre football. C'est clair que oui, à très haut niveau, il y a des lacunes. Mais des joueurs comme ça, eh ben, c'est rare. Un joueur qui peut te faire gagner un match tout seul, qui peut te déclencher quelque chose, il n'y en a pas beaucoup sur la planète football. Et lui en fait partie. Donc je pense qu'on doit s'estimer chanceux, pardon, qu'il fasse partie de notre pays. Il y a un autre joueur aussi qui nous a régalé, mais peut-être pas de la même manière, avec peut-être pas autant d'esthétisme. Mais pourtant, ça J'ai se essayé voyait de bien. trouver une On transition. va avoir du Joga Bonito, là, je pense. Oh là là, Ah oui, oh c'est là le là. Joga Bonito, oui, oui, oui. Dans la langue peut-être, dans l'efficacité certainement. Max, tu penses à qui concrètement aujourd'hui? Eh bien, écoutez, déjà, j'y pense souvent. Sans doute plus que vous, c'est sûr, mais sans doute plus que le Certainement. commun des mortels. Et pour que l'hommage soit complet, forcément, Oh, happening Aïe, aïe, visuel, aïe, aïe, aïe. oh le là maillot est là. évidemment présent. Voilà, Mais est-ce qu'il est floqué l'hommage de sera 10 complet. joueurs? Ah, bon, non, clairement non. Mais l'hommage ne pouvait pas être complet malgré tout sans le maillot. J'ai eu la mauvaise idée à l'époque de floquer Lucho plutôt que de floquer Brandao. Qu'on me Ah, Je jette la comprends pas première vraiment. pierre, je ne savais pas que le Brésilien était plus technique que l'Argentin à l'époque. Sur ce, remontons donc à l'hiver 2009, en janvier 2009, où Eric Guéretz est à la tête d'un bel OM, d'un très bel OM. Adri, tu l'as dit, hein, c'est l'époque où, euh, où on se bagarrait pour les titres de champion de France. Mais cet OM-là, tout aussi intéressant était-il, était un peu trop dépendant en attaque d'un certain Mamadou Niang. Donc l'OM essaye d'attirer un numéro 9, comme quoi les époques changent, mais les problématiques restent un petit peu. Ils ont essayé d'attraper Henrik Larsson, ça ne marche pas. Alors il y a eu des rumeurs, Joe de Manchester City, Boubacar Sanogo du Werder, ou bien Runa Lindan, dont on a déjà parlé dans l'émission. Mais c'est bel et bien Brandao qui débarque, parce que c'était lui le plan B. C'était lui. Samy, arrête de rire, commence pas, tu vas voir, la chronique est fascinante. Non, mais tu cites des gros noms, tu te retrouves avec Brandao. Non, mais je vous plains, les Marseillais. Ça a dû être dur à Non, l'époque. Ceci dit, c'était alors, une petite pépite, Brandao, hein. Sur FM, il avait une fiche, mais incroyable. Moi, je l'avais jamais joué au Shakhtar, mais je croyais que c'était un monstre. Quand il signe à l'OM, je suis putain, ils ont chopé Brandao, il est trop fort ce mec et tout. Moi, j'étais non, mais matrixé par FM à l'époque. Et j'étais persuadé que c'était un crack absolument incroyable. alors, si vous voulez, moi je vais vous citer Eric Guéretz, parce que, je sais pas, peut-être que Sami Mojtabi connaît mieux le football qu'Eric Guéretz, mais Eric Guéretz Oh, c'est disait de moche lui ça. à l'époque, ce joueur est une bête, donc, un harceleur de défense, il va me permettre de jouer un pressing haut. Autant vous dire, messieurs, qu'à l'OM, on n'avait pas vu une seule seconde de ce type-là au Shakhtar, évidemment, mais on était hypé comme jamais par les propos du sélectionneur. Et donc, bon, des premières minutes plutôt quelconques, et puis arrive ce match face à Caen. Je crois qu'on a les images. Et là, ce match face à Caen, c'est un peu la révélation au niveau du monde. Hein, c'est la révélation de Brandao. Voilà, il arrive. Hop, petit crochet. Alors, il manque quelques passements de jambes pour que la relation avec R9 puisse se faire. Mais je sais pas vous, déjà, je retrouve un petit côté Ronaldo Inter Milan. Après, voilà, Mm. chacun verra ou pas la Ah ouais, comparaison. Bien ouais. sûr. Mhm. Et là où il va finir de nous L'Inter mettre Mulhouse, d'accord, c'est peut-être, oui. Attends, dans 10 minutes, vous êtes tous convaincus que ce joueur-là était un génie. Laisse-moi juste poursuivre. Quelques jours plus tard, ça a mis une image qui va te rappeler quelque chose. Classico,
OM PSG, donc il est titulaire évidemment, parce que quand il arrive, il prend la place de titulaire. Mamadou Niang part un petit peu sur le côté gauche. Et je crois que là aussi, on a les images, regardez bien. Bim, petite talonnade pour Bolo Zenden. Alors là, on n'est plus sur du R9, on est sur du Rivaldo. Ça reste le même pays. Ah, la célébration sur la boîte orange, bien sûr. Hop, la célébration, elle est Allez, la classique, bien sûr. On s'en laisse jamais. Donc, si vous voulez, après quelques matchs, quand on a vu ça, on ne pouvait déjà qu'être hypé. Alors, bon, la vérité est un peu moins Joga Bonito que les deux images sélectionnées, mais l'histoire est très belle parce que je trouve quand même que le temps n'a pas rendu hommage aux qualités de cet attaquant qui était très loin d'être maladroit, et vous allez voir les buts défiler comme des petits pains dans les images. Je trouve qu'il, dans l'histoire des numéros 9 de l'Olympique de Marseille, il est très loin d'être en fond de classe sur ce qu'il y a eu ces dernières années. Il a permis le replacement. Peut-être pas. Après, il y en a quand même eu quelques-uns qui étaient pas si mauvais. Je pense notamment à Kostas Mitroglou. Là aussi, une cause perdue, mais que je défendrai dans un prochain numéro de Ligue 1 Légends. Et si vous voulez, pour remettre dans le contexte, l'OM est champion un an après son arrivée, et Brandao, au niveau de l'animation offensive, va permettre le replacement à gauche de Niang, on l'a dit, va permettre à Eric Guéretz puis à Didier Deschamps de jouer plus haut, d'avoir un attaquant, comme l'a très bien dit Eric Guéretz dans la présentation du joueur, qui va lui permettre d'agresser les défenses adverses, qui n'est pas avare d'efforts, qui est capable de marquer, je suis désolé messieurs, des deux pieds, vous l'avez vu, il y a des images, j'invente pas, et qui avait surtout un jeu de tête absolument démentiel. Je crois qu'on a une compile de ses buts de la tête, et pour le coup, parfois, il y a quelques tapines de la tête, mais parfois, il va aussi... Oh tiens, un but contre l'OGC Nice, savamment découpé, étonnant. Mais voilà. Est-ce qu'il y a le but de la tête contre le nez de Thiago Motta? Alors, si tu veux, j'ai été légèrement. J'ai eu des consignes. Ce but-là, j'ai pas retrouvé l'image. Quel dommage. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé l'image. Et donc on a évoqué le titre de champion de France, dont il a été un artisan évident. 8 buts, 5 passes décisives cette année-là, des passes qui ont compté dans des victoires généralement 1-0, des victoires un petit peu déchanesques, je dirais, dans des matchs coup près, des buts qui ont rapporté des points. Et je ne peux pas, et j'en suis désolé, évoquer ce joueur-là et là donc changer la nature de l'émission. Pour 10 minutes, ce ne sera plus Ligue 1 Légende, ce sera Coupe de la Ligue Légende. Ah. Parce que, les amis, on tolère. Laissez-moi juste... Je vous en prie, parlez de Brandao 30 secondes, s'il vous plaît. Joueur. Ça y est, il a dit trop de bêtises, il se fait rattraper, parce que là, j'ai entendu le truc, tu vois. Je ferme les yeux, c'est bon, quoi. C'est la réincarnation, comme tu as dit, de R9, quoi. Là, c'est Nazario, il y a tout ce qu'il faut. Mais après, là où je suis d'accord avec toi, c'est par rapport à l'étiquette quand il arrive et l'image qu'on en garde populaire. C'est sûr que sur les fameux attaquants, voire grands attaquants de l'OM, il est vraiment dans la première moitié du classement, c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai que on est sur un joueur qui avait pas le profil non plus hyper sexy à tous les matchs, mais il a rendu beaucoup de services. Et moi, je pensais que tu allais dire cette émission va se transformer en contrôle du dos Legends, parce que moi, c'est forcément ce but, contre l'Inter, peut-être que j'anticipe un peu de trucs. Mais pour moi, c'est pour ça qu'il rentre un petit peu dans la légende, ou au moins dans une bonne forme de conservation de la mémoire des supporters olympiens. C'est pour ce but-là, quoi. Ben justement, mais après, Brandao aussi, c'est un joueur particulier. Excuse-moi, Max. Je rajoute un petit truc. Brandao, c'est un joueur assez particulier dans l'appréciation, parce que c'est un joueur difficile à apprécier pour le grand public. Les pivots, les joueurs, les grands costauds, les harceleurs de défense, comme dit Guéret, ça plaît pas au grand public.
les besogneux, ça plaît pas. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des mecs qui prennent la profondeur, qui vont vite, qui dribblent, voilà, on cherche toujours des petits génies. Et quand un attaquant brésilien arrive, ah oui, t'as plus l'espoir de voir le nouveau Romario plutôt que de voir, tu vois, Bah, le nouveau Giroud. Donc, sans faire on y est absolument presque. aucune offense à Olivier Giroud. Donc, forcément, là, le décalage était peut-être un petit peu trop gros. Et après, Brandao, il y avait une petite personnalité particulière aussi, mais ça, je suppose qu'on y reviendra après. Je te laisse la parole, Max. Ouais, même si, alors évidemment, il y a des phrases extra-sportives dont on va taire pour le bien de l'émission. Mais tu le disais, Adri, c'est quand même quelqu'un qui a marqué en Ligue 1, qui a marqué en Coupe de la Ligue, on va y revenir dans une petite seconde, mais qui a aussi fait exulter, tu le disais, Christian Jean-Pierre, un soir de Hum, huitième de finale de Ligue des Champions, 86e minute, l'OM est mené 1-0 contre l'Inter Milan, l'OM a gagné le match aller 1-0. Il rentre, 88e minute, long dégagement de Steve Mandanda. Donc vraiment, lui est un game changer, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Voilà, quand Brandao rentre, Brandao marque, par exemple. Long dégagement. On n'a pas les images, c'est malheureux. Contrôle du dos de Brandao. Reprise Dommage. de volet Non, pied c'est pas gauche. un Je vous contrôle du invite dos, hein. tous. C'est un contrôle du dos. C'est un contrôle du D'accord. dos. Allez tous voir les images et revenez me voir si c'est pas volontaire, je l'assure. Et voilà, Christian Jean-Pierre qui s'extasie. Alors j'ai la traduction. Incroyable, incroyable, incroyable. Brandao, incroyable, incroyable. Bon, lui semblait ne pas en revenir. Moi, j'étais pas étonné. Je le voyais faire ça tous les week-ends. Et notamment, on y vient au gros de la chronique, qui est la Coupe de la Ligue, qui pour moi est son chef-d'œuvre, un petit peu de son passage en France. Alors il est passé à Marseille, à Saint-Étienne, à Bastia. On l'a vu souvent en Ligue 1, mais j'étais obligé de déroger un petit peu à la règle de l'émission et parler un petit peu faire un petit crochet Coupe de la Ligue, parce que, eh bien, on a une légende de cette compétition. Je pense même que si demain elle devait revenir au goût du jour, il faudrait la renommer à son nom, vraiment. Je lance l'idée. On verra si les décideurs en font quelque chose. Et Amaury, tu peux déjà lancer la première image. C'est tout bonnement son premier match de Coupe de la Ligue. L'OM et Saint-Etienne font deux partout. Au moment où il va passer ce ballon à Mamadou Niang, 3-2 à la 90e minute. Game changer, encore une fois. Qui avait marqué les deux premiers buts de l'Olympique de Marseille dans ce match-là? Messieurs, je vous écoute. Brandao, Mendoza. merci de suivre un petit peu. Brandao, deux buts, une passe décisive pour son premier match de Coupe de la Ligue. Voilà, c'est une performance all-time, vous en conviendrez. Deuxième Bien sûr. image, Amaury, s'il te plaît. Demi-finale, la même année. Demi-finale, l'OM est mené 1-0 contre Toulouse par un but d'André-Pierre Gignac, qui débarque à la 89e minute et permet à l'OM d'égaliser. Messieurs, je vous écoute. Brandao. Brandao. Brandao, À merci. tout hasard, ouais, Brando. Premier but, exactement. Premier but, donc on le voit sur un travail de Ben Arfa, qui permet donc à l'OM en demi-finale d'accrocher les prolongations. On le voit aussi avec son petit bandeau, le Jack Sparrow de Copacabana, le pirate brésilien. Les prolongations arrivent. Et qui va envoyer l'OM au Stade de France? Messieurs, l'image va arriver. Alors, moi, je veux bien. Les chiffres mentent, les images ne mentent pas. Qui envoie l'OM en finale de Coupe de la Ligue? Elle frappe. Oh, Brandao, il est beau celui-là. encore une fois. Il est beau. Celui-là est joli. Oh, Une celui-là, on finale. apprécie, on apprécie. Et en finale, l'OM gagnera donc sa première Coupe de la Ligue, débloquera son compteur de trophées bloqué pendant un petit peu trop longtemps. Merci Brandao pour cette première Coupe de la Ligue. On passe à l'année suivante. Demi-finale contre Auxerre, match serré, jusqu'à ce que, boum, Brandao envoie de nouveau l'Olympique de Marseille en finale de Coupe de la Ligue. Alors, voilà, je veux bien vos rires moqueurs du début de chronique, mais là, messieurs, ça commence à faire beaucoup. Tu nous as Oui, mais coupé Deuxième toujours Coupe Coupe de pas la assez Ligue. pour les comparaisons avec Ronaldo. Tu nous excuseras. Il me reste 2 minutes d'antenne, on y arrive.
Deuxième, donc, deuxième coupe de la Ligue dans la foulée de ce but et de cette victoire contre Auxerre. L'année suivante, après 2 piges au Brésil, il est de retour au mercato d'hiver. L'OM joue contre Nice, tiens, l'OGC Nice, et qui marque pour envoyer une 3e fois consécutive l'Olympique de Marseille au Stade de France. Brandao, encore une fois, alors celui-là doit te plaire tout particulièrement, Alex. Ah, j'adore. En plus, il Belle fait tout, là. reprise, On voit, il t'en fait tout. conviendras. Aucun souvenir, hein, étonnamment, aucun souvenir. Samy, je te trouve mauvaise langue, je le trouve très dur à mettre. Ah non, mais Bien il aidé, fait tout, bien... là. Il se procure l'action, il fait tout, ouais, effectivement. Après, est-ce que le Niçois lui remet parfaitement dans la course? Oui, évidemment. Mais c'est Oui. un autre débat. Nous voilà donc au Stade de France pour la 3e année consécutive. Match que Brandao va encore marquer de son empreinte, 0-0, prolongation. Et là, qui va apporter une 3e Coupe de la Ligue consécutive à l'Olympique de Marseille? Brandao, messieurs, dames. Alors là, voilà, les images ne mentent pas. Vraiment, je suis le premier navré de devoir de nouveau vous ramener à toutes ces images-là de Marseille victorieux. On a été obligé d'aller chercher des Coupes de la Ligue quand même pour avoir un peu des trophées soulevés dans cette émission, mais ça, c'est un autre débat. Malheureusement, l'OM ne le gardera pas à la fin de cette saison-là. Il part à Saint-Étienne. Au Real Madrid. Et donc... Ah, Saint-Étienne. Bah, en fait, il avait City, le Real et Saint-Étienne, mais il était Ouais, bien en France. Saint-Étienne, ouais. Donc il s'est Ouais, dit, c'est ça. le Ah Forez, bah, le Forez, hein. Ouais, ça me le donne. Forez a Ah bonne oui. réputation pour un Brésilien. On va aller à Saint-Étienne. Et là, on pourrait croire que sa légende se termine là-dessus. Le mec vient quand même de prendre 3 Coupes de la Ligue consécutives en étant décisive chaque année. Eh bien non, il part à Saint-Étienne. Contre Lorient, marque son tir au but. Contre Paris en quart de finale, mon cher Samy, marque son tir au but. Saint-Étienne, beau parcours, va en finale de Coupe de la Ligue. On en vient Saint-Étienne quand qui même n'a à plus compter les gagné de tirs au but en Coupe trophée. de la Ligue. Hein. Saint-Étienne qui n'a plus gagné de trophée depuis 32 ans, messieurs. Et qui va apporter un trophée à Saint-Étienne? Brandao. Brandao. 4e Coupe de la Ligue Le Ronaldo de consécutive, la Coupe de la Ligue. Incroyable. en étant Incroyable. à chaque fois décisif dans les matchs importants. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'héritage qu'il laisse dans cette compétition, mais a priori, je suis le seul à comprendre l'intensité de ces moments-là. Alors, évidemment, Brandao, c'était... aujourd'hui, pour les plus jeunes, c'est « je ne l'ai pas touché », c'est des phrases qu'on Ah a dit un non. petit peu avec Pas touché. je ne l'ai pas touché ». Oh. J'ai pas touché. C'est resté un petit peu. Mais messieurs, Classique. eh bien Brandao, c'est aussi du bonheur apporté à des millions de personnes par ce petit être d'1m95 et sa queue de cheval. Donc pour tout ce que tu as apporté à ses supporters, pour tout ce que tu as apporté à la France, du football, Brandao, merci. Je crois qu'on a trouvé le seul fan de Brandao de tout l'Hexagone. On l'a trouvé, il est dans l'équipe. Quoi. C'est exceptionnel. Je me demande toujours Merci, si c'est merci du à la troll. Ligue 1 Uber Eats pour nous. Non, c'est du talent, ça, c'est impossible. Ça peut pas être du troll. C'est impossible. Non, je Incroyable. suis premier degré. Je suis premier degré. Non, mais on le sait. Et il On le sait. retournera On le sait. alors. Il retournera en finale de Coupe de la Ligue avec Bastia, parce que voilà, tu as Brandao dans ton effectif, tu vas en finale de Coupe de la Ligue. Bon, c'était contre le PSG Qatari, ça a pris 4-0, bon, mais ça passait pas dans la chronique en termes de timing. Quel Évidemment. dommage. On se doute que tu n'avais pas les images Dommage. là-dessus. Et j'imagine que quand tu disais qu'il n'avait pas signé à Manchester City ou au Real Madrid, c'est comme pour Thierry Henry. Lui aussi, il avait signé un pré-contrat trop tôt. Ça a été cassé par la FIFA, c'est ça? Il y a eu une problématique avec son agent, effectivement, qui n'était pas habilité Ouais. Et FIFA, avec ses et pieds. du coup, il a été obligé de... il a été Il a obligé un petit coup de téléphone de repartir Romeyer, à Saint-Étienne. Mais c'est pareil, après Saint-Étienne, je crois que Klopp le veut, mais il avait déjà vu avec Ghislain Printemps, et du coup, c'est un homme de parole, il préfère partir à Bastia. Mais ça, après, c'est des rumeurs. C'est tu tout vois. à son honneur.
C'est tout à son heure. En plus, on l'a vu jouer aussi en équipe du Brésil plusieurs fois, parce il a maintes sélections avec les Auri Verde. Non, ce qui est bien avec Mm. Brandao, c'est que moi, personnellement, je connaissais les saucisses de Francfort et les saucisses de Strasbourg. Et je savais pas qu'il y avait les saucisses de Sao Paulo qui existaient aussi. Et bah, moi, j'aime bien toujours voilà, apprendre des choses. Et j'ai appris qu'il voilà, il y avait des saucisses brésiliennes qui pouvaient exister. Ça, c'était très intéressant. Mais ce qui me touche, c'est que voilà, c'est je vois à quel point tu défends un joueur comme Brandao et c'est beau. C'est beau. Nous, on en est Mm. rendu avec mon club à insulter des joueurs comme Kylian Mbappé, donc je vois le décalage, quoi. Donc je trouve ça beau. Mais blague à part, on rigole, on le critique. Ça reste un joueur, tu l'as dit, qui a fait quand même de belles choses à l'Olympique de Marseille. On peut le critiquer pour son style. C'est vrai que c'était pas un esthète. Mhm. Alex l'a très bien résumé tout à l'heure sur le fait que voilà, on a aussi des attentes quand on signe un joueur brésilien. Il y a quelque chose qui doit venir avec, et ben lui, c'est pas venu avec. C'est vrai que c'est un joueur qui aurait très bien pu être un attaquant de Bundesliga dans les années 90. Vraiment, il a un profil atypique. Je pense que ça lui a desservi parce que au final, bah, il a été performant. Tu peux pas avoir la carrière qu'il a eue, que ce soit en Ukraine, en France. Il a fait quand même de très belles choses. Et on est là moqueur, mais c'est une carrière que beaucoup d'autres joueurs aimeraient avoir en termes de Bien sûr. palmarès, en termes de présence dans les grands clubs. Donc oui, chapeau à lui. Et c'est vrai que Brandao est un joueur qui a marqué l'Olympique de Marseille dans les années 2000. Donc, mais force à vous quand même, parce que voilà, quoi. Mais j'ai retrouvé une déclaration de Dunga qui disait justement si j'avais pris Brandao à la place de Luis Fabiano pour la Coupe du Monde 2010, Xavi et Iniesta n'auraient jamais senti l'odeur d'une Coupe du Monde. Voilà. C'est l'hommage de Dunga à Brandao, chacun son hommage. J'ai cru que tu allais Oui, mais dire en même qu'ils temps, allaient Dunga, remporter la Coupe de la Ligue encore de un Sao esthète du Paulo, quoi. football, quoi. Ouais, c'est ça. Non, non, mais blague à part, je crois qu'on a on a le graphe de ses stats en Ligue 1 et ça rend quand même un peu hommage au type. Alors, 36 buts, 20 passes, notamment Marseille et Saint-Étienne. Je pense pas que s'il y a des Bastiers dans le chat qui nous disent s'il a marqué positivement le club, ça je ne pense pas. Mais J'avais je pense complètement que oublié et qu'il à avait joué à Marseille, Bastia, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est vraiment la fin. Je sais pas, peut-être qu'après il repart au Brésil et sa carrière s'arrête, mais il fait 2 piges à Bastia pour voilà, une quarantaine de matchs et ça se terminera un peu mal à Bastia. Mais Donc tu sais lui il qu'il fait, repartira après. il fait l'engagement du dernier Saint-Étienne-Metz, il me semble, en Ligue 2. C'était lui qui était au coup d'envoi, il fait le coup d'envoi, pardon. Et franchement, vu l'acclamation du stade, tu vois que voilà, qu'il a pesé dans le cœur des supporters. Je pense que si aujourd'hui tu l'amènes à Marseille, il fait un coup d'envoi, je pense que le stade va se lever pour lui. Et ça, pour moi, en fait, c'est la plus belle des victoires. On est là à rigoler gentiment, mais en fait, le gars, il a quand même prouvé. Franchement, bon, il a pris un peu de kilos, c'est-à-dire que là, voilà quoi. Mais franchement, ça faisait plaisir de voir à quel point bah, le stade de Geoffroy Guichard était heureux de le revoir. Donc c'est qu'il a laissé quand même de bons souvenirs et qu'il a une belle carrière au final. Mais au-delà de ses stats purs, je pense qu'effectivement, il a marqué un moment de ces deux clubs-là où c'était deux clubs qui étaient à la recherche et qui couraient après des trophées depuis des décennies. Et lui a été impliqué dans les trophées qui ont cassé ces années sans trophée. Donc forcément, même si c'est pas le plus élégant, même si peut-être que j'en ai rajouté un tout petit peu sur ses qualités footballistiques, À peine. malgré tout, il T'as a pas forcé, t'inquiète. Ça s'est pas senti. non, à peine. Mais il est sur les photos de ces grands moments et c'est Marseille et Saint-Étienne. Donc je pense qu'en plus il y a ce côté-là où il a marqué positivement des clubs qui avaient vraiment besoin et qui couraient vraiment après des moments de bonheur pendant des décennies. Donc ça m'étonne pas. J'avais pas l'image de lui qui donnait le coup d'envoi à Saint-Étienne, mais ça m'étonne pas. Et je pense que comme tu dis, s'il venait à Marseille, bah c'est un titre de champion de France et 3 coupes de la Ligue. C'est, qu'on le veuille ou non, les derniers trophées récupérés par l'OM Ouais. et les derniers très grands moments. Donc, à l'image d'autres joueurs qui sont devenus un peu des légendes sans avoir été des immenses joueurs à Marseille, il aura marqué cette génération-là de la fin des années 2000 enfin, la fin des années 2000 et le début des années 2010 à Marseille, qui était quand même une époque sous Didier Deschamps et Guéret.
les plus belles époques de ces 20 dernières années, clairement. Allez, je vais terminer sur le sujet Brandao. Je rajouterai juste un petit truc, c'est que je suis pas étonné qu'il était très très bien reçu à Saint-Étienne et je suis sûr également qu'il serait très très bien reçu au Vélodrome, parce que effectivement tout à l'heure je disais que c'est pas quelqu'un qui a un style de jeu qui parle au grand public, mais par contre quand tu l'as dans ton club, c'est le genre de joueur qui va énormément te plaire pour sa personnalité et pour son investissement sur le terrain, parce que c'est quelqu'un qui se battait énormément, qui jouait énormément pour le collectif, qui était très altruiste, qui allait au combat, qui mettait beaucoup d'intensité. Et ce genre de joueur, bah forcément, tu t'y attaches, même si c'est pas forcément le plus grand génie de ton équipe, bah voilà, tu t'y attaches. Et en plus, comme tu l'as très bien dit, c'est quelqu'un que tu relis directement à la conquête de trophées. Bah oui, ça, forcément, tu laisses ton empreinte. Il y a d'autres manières de laisser son empreinte dans un club. Ça passe pas uniquement que par un talent absolument extraordinaire. Et ce genre de personnage, je suis absolument pas étonné qui t'ait laissé un si grand souvenir. On en rigole, on te chambre un petit peu, mais c'est absolument pas étonnant qu'il t'ait laissé un si grand souvenir. C'est parce que voilà, il coche toutes les cases du très bon joueur de club en fait. Et des joueurs comme ça, t'en as besoin. T'en as clairement besoin dans une équipe. Allez, je vais un petit peu plus vite puisqu'il nous reste le petit quiz. Le petit quiz, Amaury, est-ce que tu es prêt? Le Je petit suis prêt. quiz Est-ce que vous l'êtes? traditionnel. C'est une autre chose. Est-ce que vous... Bien Absolument. sûr, bien sûr. Et Messieurs, n'hésitez pas il évidemment est à l'heure. participer dans le chat. Évidemment. Messieurs, il est l'heure de ranger vos téléphones portables, de ne pas chercher en quelques instants, en faisant des fautes d'orthographe fébrilement, une réponse sur ce qu'on appelle Internet. N'est-ce pas, Samy? Et c'est l'heure pour le quiz. C'est un quiz un peu spécial. J'ai voulu rendre hommage à cette saison très particulière. Vous le savez, c'est la dernière saison de Ligue 1 Uber Eats à 20 clubs. Nous passons à 18 clubs la saison prochaine. J'ai voulu rendre hommage à 20 saisons, à 20 clubs, en 20 questions. Ça sera donc un petit championnat à 20 questions. Et vous allez devoir remporter des points. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Nous sommes nés prêts. Ok. Vous êtes nés prêts, parfait. On va donc commencer avec la première saison de Ligue 1 à 20 clubs. C'est en 2002-2003. Vous le savez, l'Olympique Lyonnais, évidemment, termine champion de France. Mais avec combien de points au plus proche? Alex, ça sera le plus proche. Celui qui a un score exact aura 2 points. 1 point pour le plus proche. Alex, à ton avis? Ouais, je dirais 82 points. 82 points, Adrien? 77. 77 pour Adrien. Maxime, est-ce que tu renchéris ou est-ce que tu vas plus bas? 84. 84 et Samy. Je voulais dire 77 aussi. Donc je dirais 76. 76. Eh ben c'est toi le plus proche. Ouais. On ne le pensait pas, mais Lyon a remporté le titre avec 68 points. Ça paraît impensable dans les années récentes, 68 points, mais Ah Lyon ouais. a bien remporté la Ligue 1 en 2002-2003 avec 68 points. Comme quoi le niveau a élevé, la compétition a vraiment fait Oui. que les clubs maintenant se démènent avec beaucoup plus de points pour devenir champions de Il y France. a le PSG, qu'est-ce que je te dis? Voilà, la locomotive, paraît-il. Un point pour Bien Samy, sûr. qui ouvre le score, comme on dit, tout simplement dans un Oui, match. monsieur. Et on passe tout de suite à la deuxième question. On reste sur cette saison 2002-2003. Et on va pouvoir comparer avec aujourd'hui. Combien de joueurs ont marqué 10 buts au plus? Toujours pareil, au plus proche, on va tenter avec Alex. Combien de joueurs en 2002-2003, d'après toi, ont marqué 10 buts ou plus? Je dirais 5. 5. On va passer à Ouais. Adrien. Je vais dire 14. 14. C'est beaucoup plus qu'Alex. Maxime. On est sur du x3 quasiment. Maxime. Moi, j'aurais dit 4. T'aurais dit 4, Maxime. Et Samy? Franchement, je fais une réclamation, il va falloir décaler à chaque fois parce que si je passe à chaque fois quatrième, je me fais carotte. Si tu veux, Voilà, si c'est tu juste veux. pour dire, Tu te fais carotte. je veux que ce soit carré, je veux que ce soit carré. Oh. Tu te fais Je carotte, dirais- mais C'est grâce à dirais- ça que t'as pris le premier point. Oui, Ouais, ça non, te laisse plus de temps pour réfléchir, Samy. C'est bien. Ne retourne pas contre toi un avantage, attention. Samy, combien? 9. 9. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est quand même assez étrange. C'est que vous parlez de légende de Ligue 1 tous les mois. Et pour vous, il y a seulement 5 joueurs qui, en 2002-2003, auraient marqué 10 buts au plus. Il y en a eu 17. 17 qu'on a marqué 10 au plus. Je peux vous les citer si vous voulez. Shabani Nonda, Paoletta, Drogba, Cissé, Camara, Juninho, Percho, Sonny Anderson, Sibierski, Diawara,
le niçois. Hein. Louindoula, Darcheville, Julie, Piquion, Maurice, Carnot et Malouda. 17 joueurs, c'est donc Adrien qui remporte ce second match, on va dire, cette deuxième journée de ce quiz. Donc, on a encore 2 joueurs à 0 points. Attention, Alex et Maxime, ça va aller très très Je vite. vais le rester longtemps, hein, je te spoiler. On passe à la saison suivante, 2003-2004 donc. Djibril Cissé est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 26 réalisations. Mais qui était le meilleur passeur au plus rapide? Qui était le meilleur passeur de Ligue 1? Lionel Matisse. Ah, Roten. Ce Yann n'est pas... Lachuer. C'est Yann Lachuer. Bien joué, Alex, qui comporte du coup 2 points pour un score exact. C'est bien. Et du coup, il a eu 11 passes. Et le petit truc, vous auriez pu avoir un autre joueur, parce que c'est une égalité avec Olivier Monterrubio. Donc il y avait 2 joueurs en fait, qui étaient meilleurs passeurs en 2003-2004. On a donc Alex qui prend la tête avec 2 points, suivi d'Adrien et Samy. Saison 2004-2005. Max, il joue ou pas? Oui, Ouais, Max, il joue, moi par je contre. suis. Non, mais c'est pour il savoir, attend... c'est pour savoir. Moi je suis même plus dedans. d'accord. Je Il attend, vous suis même plus. Max, il attend la Coupe de la Ligue. C'est Ouais, ça, il attend les il questions est sur chargé. Brandao, Ah, ça il- arrive en fin de quiz, vous inquiétez pas, ça va arriver. Saison... j'en étais où? Oui, saison 2004-2005, il y a 3 équipes qui sont promues en première division. Lesquelles, au plus rapide, 1 point par bon club. Ah, Boulogne. Istres. Alors, Istres, 1 point pour... J'ai mal Adrien. entendu. Qui a dit Istres? C'est Adrien. C'est Adrien qui a qui dit. remporte donc 1 point. Il en reste 2 qui n'ont pas encore été Boulogne. dit. Non, pas Boulogne. J'ai tenté le Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe de Caen, c'est un 2e point pour Adrien. Il en reste 1. On a parlé de ce Toulouse, club Le pendant Havre. cette émission. Non, on a parlé de ce club. Saint-Etienne. Sochaux. Saint-Etienne, merci, les 3 points merci. sont remplacés par Adrien. C'est beau. Oh. Adrien, tu as donc 4 points. C'est pas mal. Je reviens sur la saison d'avant, parce qu'on n'est pas obligé de faire dans l'ordre après tout. Saison donc 2003-2004. Combien de buts ont été marqués au total en 38 journées et 380 matchs? Combien de buts au plus Oh. proche? Toujours 1 point remporté pour le plus proche, 3 points si score exact, parce que c'est quand même dur, on est quand même sur un chiffre assez important. Je commence avec Samy, voilà, qui cette fois-ci n'a plus beaucoup de temps. 676. 676 pour Samy. Maxime. 740. 740 pour Maxime. Adrien. Je vais dire 802. 802 pour Adrien. Et Alex, à ton avis, combien de buts ont été marqués lors de la saison 2003-2004 au total? 760. 760 et une personne commence à prendre le large, Adrien, puisque 884 buts ont été marqués lors de cette saison en Ligue 1. On passe à la question suivante, c'est la saison... Adrien est triche, il a un autre écran. Non, il pense juste pas, il pense pas à Brandao, il pense pas au Paris Saint-Germain et il pense pas au but pris par Nice, c'est juste ça en fait. Ouais, Il moi, va je plus suis vite que vous. encore, je suis encore en tachycardie là. J'ai revu des trucs il y a 10 minutes. C'est peut-être pour ça. On passe à la saison d'après, 2005-2006. C'est la 4e édition de la Ligue 1 à 20 clubs. Mais c'est la combienième édition de la première division du championnat de France? 100. 100e pour Maxime, Samy? 78e. 78e pour Samy. Alex, on l'a fait dans les ordres, c'est pas grave, Alex. 87. 87. Très belle année à 87, Alex. Et Adrien? Ouais, je donne mon date de 60. naissance. Et Adrien? 73. Et 73 pour Adrien. C'était la 68e édition en 2005-2006. Et c'est donc Samy. Adrien. C'est moi? Non, c'est Adrien. Moi, j'ai dit 76. Ah, 76, j'étais Adrien, rentré il à dit 76. C'est donc Adrien. Mea culpa. Non, ça se trouve. Mea culpa. Très, très bon joueur. Adrien? Ouais, très bon joueur. Il paraît que t'es encore un petit peu loin, Samy, t'as encore un point. Mais bon, c'est toujours un point de plus qu'une autre personne. On dira pas qui. Mais c'est Saison. fou parce que c'est pas j'ai 0 points, c'est je suis le plus loin à chaque fois. Bah, si tu continues à 0 points, tu seras forcément plus loin. Ça, c'est sûr. Mais si tu veux, on va commencer. Bah, c'est pareil, on a commencé par toi pour ça là. Donc, t'es un peu mauvaise langue. Saison 2006-2007, Lyon remporte son 6e titre consécutif. Et pour l'occasion, il bat un écart record avec son dauphin, l'Olympique de Marseille. Mais de combien de points séparent les deux clubs? Entre l'Olympique Lyonnais premier et l'Olympique de Marseille second.
1 point au plus proche, 2 points pour le score exact. On va commencer par Maxime, tiens, puisque tu veux avoir la première place. 17. 17 pour Maxime. Adrien. Je vais dire 19. 19, Samy. 16. 16 pour Samy et Alex. Allez, 15. 15, nous avons un score exact et ce sont les deux premiers points de Max. Ça y est, soulagé. Enfin, La machine est lancée. Ça vaut un tir au but de Brandao en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, ça non? Ça vaut une qualif en finale de Coupe de la Ligue, effectivement. Question suivante. Combien d'équipes, au plus proche toujours 2 points pour un score exact, n'ont jamais connu la relégation dans cette période de Ligue 1 à 20 clubs? On rappelle 2002-2003 jusqu'à cette saison comprise. Ça vaut pour les équipes 10. qui ont été promues et qui ne sont pas retombées. 10 pour Alex, 12 11. pour 11 pour Samy. 11. Ouais, j'ai retenu 11 pour Samy. Adrien. 7. 7 pour Maxime. Adrien. Pardon. Je vais dire 6. 6. Et nous avons encore un score exact. Et c'est encore Max qui remporte 2 points. La remontada, elle est folle. Attention, Alors Alex. peut-être. Attention, on souffle chaud sur ta nuque, Adrien. Maxime revient très fort. Question suivante. Là, c'est une question de rapidité. Quel est le match le plus prolifique de l'histoire de la Ligue 1 à 20 clubs? Marseille. Non, c'est Lyon, Guingamp. T'as dit quoi, Samy? Lyon-Marseille. Lyon-Marseille, quelle année? Il faut être plus précis que juste un match. Mais celui que je l'ai fait en match de légende, le 5-5 là. Le 5-5, voilà, 2009, c'est une bonne réponse pour Samy. Ça te fait combien de points en plus? C'est 1 point. 1 point parce qu'en vrai, c'est une question assez facile. Ouais. Question suivante. En 2007-2008, c'est la première fois qu'une équipe historique n'est pas présente dans l'élite française depuis plus de 45 ans. Quelle est cette équipe? Sochaux. Nantes. C'est Nantes pour Adrien. Bien joué. Adrien, tu remportes 2 poinns en plus. J'ai même pas eu le temps de donner d'indices, ça allait très vite. Adrien, tu es donc à 8 points. Attends, mais là pourquoi 2 points en plus? J'ai pas compris. Parce que Là, il n'y a c'est pas plus dur. de tout pile. C'est une seule équipe. Bah ouais, mais. Oui, mais non, c'est plus rapide. C'est le plus rapide, faut être plus vif. C'est plus compliqué. Et dites-vous Attends, que le t'as plus dit vif, Sochaux, pour donner une réponse, mais c'était pas la bonne, le plus vif c'était Alex qui a 1 seconde de décalage avec vous. Donc ne sois pas mauvaise. J'avoue. Ouais, mais à ce moment-là, le 5-5, je mérite 2 points aussi. Hein. C'est tout pile aussi. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, pour le coup, le Lyon-Marseille 5-5, c'est quand même un des matchs les plus mémorables de notre championnat. Ça reste une réponse assez facile. On passe en 2020. Arrêt de la compétition, on sort de la Ligue 1, une compétition incroyable qui s'appelle la Coupe de la Ligue. Il fallait en parler, évidemment. Quel est le joueur le plus capé de l'histoire de la Coupe de la Ligue? Verratti. C'était Verratti. Non, ce n'est pas Verratti. Donc là, rappel, c'est au plus rapide, c'est 2 Alors, points. le plus capé, c'est-à-dire le mec qui a Celui qui a le plus de matchs ou qui a gagné le plus de titres? celui qui a le plus de matchs. Celui qui a le plus de Bah, matchs. Ça sera 2 points Benjamin. pour le plus rapide. Je peux évidemment donner quelques indices. Benjamin Nivet. Ce n'est pas Benjamin Nivet, le joueur le plus capé. Hilton. Ce n'est pas Marquinhos. Hilton. Ça aurait pu être effectivement donné à un Parisien, ça aurait pu être une bonne idée dans cette décennie qui vient de se terminer. C'est un joueur qui a joué 37 matchs de Coupe de la Ligue pour J'ai dit 4 Mandanda, clubs non? différentes. 4 clubs Oui, différents. Ces clubs, je vais les donner petit à petit. Lens, Bastia, c'est dans le désordre. Hein. Saint-Étienne, et le dernier qui devrait en aider un, Nice. Lens, Saint-Étienne, Bastia et Nice, il a joué 37 matchs de Coupe de la Ligue. Joueur extrêmement expérimenté dans le championnat. Waouh. Bastia. Hilton. Ce n'est pas Aledin Hilton. Yaya. Hilton qui a joué à Nice. Aledin Yaya. Ce n'est pas Aledin Yaya. Est-ce qu'on ferait une journée à 0 points où tout le monde perd? Attention. Est-ce que tu peux dire genre Lens, de quand à quand il a joué à Nice Saint-Étienne, pour un Nice. petit indice? Je pourrais pas te dire exactement, je n'ai pas noté ces périodes-là. 37 matchs. C'est donc évidemment plus que tous Il les est- Parisiens. Julien Français. Sablé. Julien Sablé Oh, et bien Maxime joué. l'a donné avec une demi-seconde d'avance sur Alex. Mais comme Alex a 1 seconde de retard, c'est Alex qui l'a dit en premier. Oh, Ah, voilà. Oh là 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 là. Eh oui, il faut prendre en compte. J'aurais Il faut pas prendre en accepté, moi, compte. personnellement. Quelle disquette. Oh.
Il faut prendre en compte. Ah non, mais il faut un peu de dramaturgie. Il faut une décision arbitrale qui prend du temps. Ah, voilà, Maxime s'est Voilà, il est déconnecté. parti. Voilà. Maxime est parti. Voilà. Bah oui. J'en avais parlé, c'est scandale. Mais quelle honte! J'ai bien levé la vanne parce que j'ai cru une seconde que c'était un bug technique. Mais attention à ce genre de frayeur. Non, c'est bien Alex qui en fait l'a dit quasiment en même temps que toi, mais qui a vraiment un délai, ça on peut le confirmer avec vous trois autres. Donc c'est bien Alex qui remporte 2 points supplémentaires, ça fait 4 points pour Alex. Quel est le gardien qui a fait le plus d'arrêts en Ligue 1 sur cette période, 2002-2003 jusqu'à maintenant? Quel est le gardien qui a fait le plus d'arrêts? Mandanda, il est deuxième avec, tenez-vous bien, 1214 arrêts. Mandanda, il est deuxième. Landreau. Ce n'est pas Landreau. Landreau qui n'est pas dans le top 5. T'as dit qui? Costil? Non, Costil, il est troisième avec 1118. Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier est premier avec 1261 arrêts. Ça fait 2 points supplémentaires pour Alex. 6 points en total pour toi. Il y en a un autre qui a marqué aussi ce championnat. Qui est le joueur qui a gagné, j'étais halluciné de la stat, qui a gagné le plus de duels dans cette période? Qui a gagné le plus de duels en Ligue 1? Non, je peux vous dire que c'est un joueur qui est encore en activité. En Ligue 1. Donc c'est un joueur qui est là depuis un certain temps, forcément, en Ligue 1. Il est encore en activité en Ligue 1. Je peux vous dire, pour vous dire à quel point la stat est hallucinante, il dépasse de très très loin le deuxième qui est Daniel Congré, comme quoi. Daniel Congré, il a fait 2195 duels remportés lors de sa période. Jérémy Morel qui est troisième a fait 2180. Non, ce n'est pas Adil Rami. Nicolas Palois? Ce n'est pas Nicolas Palois. Joueur Marquinhos. extrêmement expérimenté et il dépasse de très très loin, je vous dis, 2195 duels remportés. Je vous laisse encore quelques secondes pour vous donner le club et là je pense que ça devrait aller très très vite. Messieurs, ce joueur joue. Vous n'avez pas d'idée? Vous n'avez pas un joueur très expérimenté? Bon, c'est pas Hilton, je vous l'ai dit, parce qu'il est encore en activité Ouais, en non, Ligue 1. tu l'as dit. Abdelhamid. Ce n'est pas Abdelhamid. C'est vrai que ça aurait pu être une bonne tentative. Dante? Mais non. Comment? Dante? Ce n'est pas Dante. Il s'agit Benjamin André? de Benjamin André. Tu l'as eu sur le gong. J'allais donner le club, le LOSC. Benjamin André a réussi, tenez-vous bien, 3218 duels et ce n'est pas terminé puisqu'il est encore en activité en Ligue 1. En fait, j'arrêtais pas de penser à défenseur prolongé. central, mais attends, c'est chaud quoi. Mais c'est vrai que pour les duels, tu peux Ouais, penser pareil, au je bloquais 6, sur les tu peux penser au 6, tu peux penser au 8, ou à la bagarre c'est au milieu de bête, ouais. terrain. 2 points du coup pour Adrien, ça te fait 10 points au total. Alors là, on passe sur une option un peu plus offensive. Qui a marqué, et là je pense que c'est assez facile, vous l'avez tous en tête, le but le plus lointain de l'histoire de la Ligue 1 à 20 clubs? Ah, Fekir. Saber Klifa. Kazri, Samy, bonne réponse. Metz, ouais. C'est Kazri. Exactement, 68 mètres. Wabi vrai. Kazri contre Metz. Donc la saison dernière 2021-2022. C'est 2 points, ça. Ouais, je vais te dire, c'est 2 points, exactement, Samy, c'est 2 points. Ça t'en fait 4, donc tu égalises avec Max. Et le deuxième, vous vous souvenez ou pas? Ça compte pas, mais est-ce que vous en souvenez? Fekir, non? Bah, il Non, a pas dit. il y en a un qui s'en souvient très bien, il vient de le dire. C'est Saber Klifa, parce qu'il avait marqué contre l'OGC Nice. Comme quoi, on peut se souvenir des buts pris. 64 mètres avec Evian. 64 mètres avec Evian, que les Tunisiens. Sauf que le troisième, il est pas tunisien. Et c'est pour l'OGC Nice. Le troisième, plus lointain, c'est David Elbuik. David Elbuik contre le Contre Stade Caen. Malherbe de Caen. En 2008. Très très bonne mémoire, Alex. C'est dommage que C'est celle-ci. pour 0 points. Exactement, Ouais, c'est dommage, bravo, que ce Alex. soit Vraiment, pour bel 0 effort. points, c'est exactement ce que je me disais. C'est un peu dommage. 16e question, il en restera donc 4 après ça. 16e question, vous le savez, Kylian Mbappé a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 en 8 petites secondes contre le LOSC en début de saison. Qui a marqué le deuxième but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 Denilson. à 20 clubs? Tu as dit? Non, ce n'est pas Denilson, moi j'avais mal entendu, ce n'est pas lui. David Bellion? Ce n'est pas David Bellion. Je peux vous dire que le club qui a encaissé ce but en 13 secondes, c'est Montpellier. Nice. Non. Je peux vous dire Gignac? que c'est beaucoup plus récent que ce que vous pensez, parce que ça a aussi été marqué cette saison. Cette même saison 2022-2023, un peu plus tard que Mbappé dans le calendrier. C'est un joueur de Strasbourg Eli contre Wally. Montpellier en 13 secondes.
Diallo. Diallo, Habib Diallo, bien joué. J'ai pas entendu, je crois que c'est Maxime qui l'a dit ou c'est Samy? C'est Samy? Non, c'est Non, moi. c'est pas moi. Non. C'est Samy. Ah, J'aime bien quand c'est sport moi, comme je ça. l'ai c'est moi, je Samy, l'ai dit en c'est même temps Samy. que toi, Samy, mais... Ah, Non, mais alors en je n'ai fait, pas moi, t'as entendu un Adrien. décalage. Je J'ai dirais un plutôt décalage de Samy. 30 Oui, secondes, oui, en fait. Samy, bien Ah, sûr. ouais, voilà, le fameux décalage parisien. Ouais. Ouais, c'est très On peut connu, trancher donc, parce que j'ai mal entendu pour le coup sur vos deux. Il y avait 2 points à prendre, soit ça fait un à chacun, soit il y en a un qui est sport et c'est Samy qui prend les deux. Qu'est-ce qu'on choisit, Adrien? Je prends les deux. Ah, moi, je prends les deux, moi, y a pas de problème, je prends les deux. Samy prend les deux. Voilà. Allez, on va faire le Après, challenge. Adrien, Allez, on prend les deux. t'es largement en avance, hein. Et Ouais, d'ailleurs, mais tu vois, ça se trouve, dans 4 questions, je vais le regretter. oui, mais bon. si tu réponds bon à la prochaine, tu es champion. Tu es champion. Donc tu peux être pas mal. Tu es champion. Champion? Du champion. J'ai peut-être une langue qui a fourché. Saison 2012-2013. On revient un petit peu en arrière. Qui, au plus rapide, hein, qui remporte le trophée du meilleur jeune du championnat? Tovin. Et Hazard. Tovin, réponse, très très bonne réponse. 2 Bien. points pour Max. 6 points du coup pour Max au total. Qui réégalise avec Samy. Vous êtes. Voilà, il y a la course Et contre qui la s'est fait relégation. voler. Et qui s'est fait Exactement. voler. Autre nominé, c'est pour 0 points, mais je vous les donne. Verratti, Cabella et Lucas Digne pour cette saison 2012-2013. On a fait quand même beaucoup de records offensifs. On va passer un petit peu sur les gardiens. Est-ce que vous avez une idée du record de clean sheets pour un gardien, de clean sheets consécutifs pour un gardien lors de cette Ligue 1 à 20 clubs? Faut dire le nom du gardien ou pas? Le nom du gardien, tout à fait. Je ne veux Et- seulement le nom du gardien. Enyama? Et Niama, très bonne réponse d'Adrien. On te donnera le trophée juste après, hein. On va d'abord finir le quiz, mais du coup ça te fait 2 points. Tu veux partager les Enyama points là, Samy, avec- si tu veux Du coup, tu Non, non, peux mais pourquoi couper ta tu demandes caméra. le nom? Tu savais pas que c'était Vincent ou tu comprends pas? Le nom. Si. Et le deuxième, vous avez une idée ou pas? C'était 11 clean sheets consécutifs pour Enyama. Le deuxième avec 9 clean sheets. Est-ce que vous avez une idée? C'est à peu près, c'est un peu avant. Lloris. Walter Benitez, il a un petit record de clean sheet. C'est pas Il me lui. semble qu'il avait fait une belle série de clean sheet. Non, c'est pas lui? C'est pas- Benitez, si de mon souvenir était bon, c'était 7. C'était pas autant. 9 clean Complet sheets. Ok. Lloris. Non, on est encore dans la même décennie, hein. On reste dans l'année 2010, dans la décennie 2010-2020. Est-ce que vous avez une idée? Je peux vous donner le club, Mandanda. ça va beaucoup plus vite. C'est un portier parisien qui a un record de clean sheets. Juste avant. Apoula. Sirigu. C'est Sirigu, Salvatore Sirigu qui avait réalisé 9 clean sheets. J'ai un demi-point? Pas du tout, c'était juste le deuxième. Exactement. The winner takes it all, comme on dit. C'était bien quand même, c'était bien tenté quand même. Autre record de longévité, qui détient la plus grande série de victoires en Ligue 1 à 20 clubs toujours? Nantes. Ce n'est pas Nantes. Bah Nantes. Bordeaux. Non. Plus grande série de victoires Paris. entre Bah, le PSG. 2002-2003 et cette saison. Ce n'est pas le PSG. On aurait pu Monaco. penser, mais ce n'est pas le PSG, c'est l'AS C'est- Monaco en 2017. L'AS Monaco en 2017 avec 16 victoires consécutives. Fallait pas s'étonner qu'il soit champion à la fin du championnat. Et donc ça fait 2 points supplémentaires. Alors là, on est en train de, on établit un record. On n'est pas sur les 68 points de l'Olympique Lyonnais en 2002-2003, mais on est quand même pas mal. Adrien, ça te fait 2 points supplémentaires. Je te ferai le compte à la fin. Il nous reste donc une question. Dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1 à 20 clubs, seulement deux d'entre eux sont encore en Ligue 1 à l'heure actuelle. Lesquels? Un point par Laquelle, zéro. Mbappé. La La dose, casette. c'est pas la Casette. Gamero. Mbappé. Non, t'as dit quoi, Samy? Mbappé. Mbappé, qui est avec 159 buts, très très loin. Ça Ben fait un Yedder, point pour qui Samy. Et Ben Yedder qui l'a dit? Ah oui. Ouais. Maxime. C'est moi. Maxime. Max. C'est fou parce que Maxime et Samy, vous vous êtes suivis tout le long. Ah ouais, là. Avec un beau rattrapage de Maxime C'est quand ça. même Quelle complicité. au début de la seconde mi-temps. Ça fait donc large vainqueur Adrien qui a 4, 8, 12, 14 points, suivi par Max et Samy qui ont tous les deux 7 points. Et Est-ce que seulement, si je. Ah non, seulement ouais. 6 J'allais petits dire, si points je donne pour tous ça, mes pour points être- à Samy, est-ce qu'il est champion devant Adri? Mais ça marche pas. Donc, Écoute, je suis même pas sûr. Même pas, hein. Non, c'est Non, égalité. même pas. C'est égalité. C'est 14-14. Eh ben,
Voilà, vous Bon, pouvez bah, faire... je les garde, Samy. Ouais, bah la preuve, Samy a tenté une fusion, mais t'as même pas vu, donc c'est pas grave. Ouais, non, ouais, pas obligé. Voilà, c'est dans le sens, c'est pas grave. C'est dans le sens. On y arrivera la saison prochaine, t'inquiète pas, Maxime, t'inquiète pas. Peut-être une autre connexion Brandao, t'y arriveras peut-être. Peut-être une collection Ligue 1 et pas Coupe de la Ligue, et ça pourra marcher, c'est dans l'autre sens. On va essayer. Donc voilà, bah bravo Adrien, voilà. Merci beaucoup pour le petit Voilà. quiz, c'était bien sympa. Bah écoute, c'était Bien joué. important quand même de rendre un petit peu hommage à ces 20 années, Mmh. 20 années de Ligue 1 à 20 clubs. Et voilà, et puis on verra ce que ça va donner la saison prochaine avec 18 clubs. Carrément, Exactement. carrément. On va voir si ça va aider à franchir encore un palier supplémentaire dans la compétitivité de notre championnat qui a quand même pas mal progressé Tout à ces fait. dernières années. On espère que ça va continuer grâce à cette nouvelle mesure. On va se quitter là-dessus. Merci à vous les gars pour vos belles chroniques. Merci, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous sur le chat d'avoir suivi cette nouvelle émission en notre compagnie, nous avoir suivis tout au long de cette saison. On se quitte pour cet été, mais on se retrouve très très vite normalement. Moi, en attendant, la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats vous propose encore pas mal de programmes. Donc, n'oubliez pas le petit follow avant de partir, bien sûr. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonne soirée, salut. Salut.